Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre. Ça y est, j'ai mon Libé sous les yeux. Pierre de Villeneuve a tenu parole. Il est venu nous rendre visite, nous faire un petit coucou là à l'instant. Allez, mais la ligne est ouverte et c'est ça l'essentiel, entre 22h30 et 1h, bien sûr, pour vous donner la parole, vous permettre de partager votre expérience avec les auditeurs et vous entraider, bien sûr. Alors, je vous invite à appeler dès maintenant le 39 21 pour me parler et me poser toutes les questions qui vous préoccupent. C'est Paul et Amandine qui vont vous accueillir et vous guider tout au long de l'émission sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui va mettre en onde ces 2h30 de direct que nous allons passer ensemble. Et bien sûr, je compte aussi sur votre participation, qu'elle soit par mail, europe1.fr, sur la page Facebook ou encore par SMS au 7 39 21. Europe 1. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà. Je voulais vous parler, j'ai 61 ans actuellement. Oui. Et bon, j'ai des problèmes un peu de tension. Et puis, peut-être c'est la thyroïde ou ça doit être plus grave aussi. Donc, bon, c'est pas ça le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est de ma femme et moi, nous voudrions rejoindre ma fille parce que ça fait depuis peu qu'on s'est marié avec ma femme. Ça fait à peu près 8 ans. Ah bon? Et vous vous êtes rencontrés? Puis... Non, mais alors vous vous êtes rencontrés beaucoup plus tôt puisque vous avez une fille, non? Oui, mais j'ai été marié depuis très longtemps et ma fille, elle a de mon premier mariage, elle a 38 ans. D'accord. Et puis donc on voudrait la rejoindre. Oui. Parce qu'on s'est perdu de vue depuis très longtemps. Et puis, quand j'ai connu ma femme, en fin de compte, j'ai retrouvé ma fille. Parce que je me suis effacé de sa vie pour pas avoir un tiraillement. Et puis, j'ai pu la retrouver. Et puis, on s'entend très, très fort. Donc, point de vue de santé, et puis on est en région parisienne. Donc, vous savez, le fléau des voitures et le stress. Ah oui, on vous n'en veut parlez pas. partir. Oui, je comprends. Et vous voulez partir alors où? Vous envisagez aller où, votre fille? Où qu'elle est, vers la Loire-Atlantique. D'accord. Oui, c'est une jolie région. Oui, c'est bien. Je comprends. C'est sympa. Oui. Et puis on la voit assez régulièrement, mais ça fait loin. Donc, par contre, le problème, c'est que j'ai une maman qui a 95 ans et demi, qui est encore valide physiquement, mais sa vie est très très basse. Et j'avais dit à mon frère, au pire des cas, je m'engage à rester jusqu'au décès de maman pour partir. Et lui, depuis 10 ans, il est à la retraite. Il est parti en province. Et en fin de compte, il avait les procurations des comptes. Moi, j'avais aucun regard. Et depuis qu'il est parti, c'est moi qui dois tout gérer. C'est-à-dire les comptes, elle voit plus. Donc, sur son téléphone, je mets des touches rectangles pour téléphoner à sa sœur ou à mon frère, vous voyez, pour identifier. Vous êtes vraiment très proche d'elle. Vous êtes dans la même ville. Très alors. proche, oui, je suis très proche de maman. Mais disons que j'entretiens le pavillon, Oui. je fais tout pour elle. Mais Et oui, j'imagine, parce que sinon, ça serait peut-être un peu compliqué pour elle, surtout si elle est en pavillon, de là, vivre elle peut plus rien seule faire, à elle peut son plus rien âge. faire. Oui. Je l'emmène même faire des courses dans un supermarché. Elle confond une boîte de petits pois avec une boîte d'haricots verts, vous voyez. Ouais. Vous voyez, donc. Mais oui, forcément. Puis, Mais dites-moi, en fait, Yves, ce que je vois sur votre petite fiche, vous vous en occupez déjà. C'était un accord passé avec votre frère déjà depuis 10 ans, en fait. Ah non, c'était pas un accord. Lui, il s'est dit, moi, je pars en province, je pars et c'est tout. Point barre. Oui, sans s'occuper Et puis, de sa mère, lui. Encore valide.
Et donc, comme vous habitiez à côté, il Voilà. vous a laissé, il s'est Voilà, dit, c'est Yves voilà. qui va s'en occuper. Ce que Voilà, vous avez voilà. fait depuis 10 ans. Voilà. Vous êtes- Mais avec des contraintes parce que c'est une personnalité à double facette. Et donc, il s'est approprié des biens des grands-parents du côté de mon père qui est mort, des belles choses, et puis ils essayent de s'accaparer de toutes les choses. Votre frère, Ouais, de mon il est frère. assez cupide à s'intéresser, lui. Comment, madame? Il est assez cupide, intéressé. Ouais, intéressé. Ouais, voilà. Intéressé. Mais dites-moi, j'ai eu dernièrement au téléphone, il m'a dit, comment j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire des meubles de maman? Ah ben, tu sais, comme mamie, elle a promis la chambre à coucher quand je partirai, et puis elle la prendra. Et j'ai dit, attends, ça serait quand même équitable. Moi, j'ai retrouvé ma fille depuis peu. Il y a la salle à manger en merisier. Je pense que c'est équitable que ça soit pour ma fille. Ah oui, c'est... Et puis ma nièce est venue la voir. Elle vient pas souvent, mais cette personne-là ne travaillant pas, et elle fait rien de sa vie, elle est assez jeune. Elle a demandé une grosse somme, mais énorme. Votre nièce. Ma nièce, ouais. Parce que elle est à court d'argent, et puis voilà. Alors moi, ça me révolte. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Oui, Caroline, c'est-à-dire qu'en tout cas, vous aimeriez, vous avez ce projet de vous rapprocher de votre fille, de quitter Paris aussi. Oui. Et comme vous êtes le seul à vous occuper de votre mère, évidemment, vous ne pouvez pas... On m'a toujours mis au dernier carrosse. Vous savez, j'avais fait des travaux. Elle avait dit qu'on avait été chercher le matériel. Oh, mon fils peut signer, il a la procuration. Et moi, j'avais pas du tout. J'avais aucun regard des papiers. Rien du tout. Puis maintenant, je dois tout faire. Oui, mais finalement, c'est vous qui vous souciez un peu de tout le monde, et votre frère, lui, réagit de façon beaucoup plus égoïste. Il a voulu partir en province, il s'est pas soucié de savoir qui allait s'occuper de votre mère. Ah non, pas du tout. Il vient 2 fois dans l'année, puis c'est tout, point barre. Et là, vous lui avez parlé de votre projet éventuel de partir en Loire-Atlantique ? Je lui ai dit, Je lui ai dit parce que j'ai eu un problème de vin de tension. Et il m'a dit... mais c'est beaucoup, hein. Oui, puis il y a... Comment ça se fait? Vous êtes très stressé en ce moment? Ouais, très stressé. Qu'est-ce qui vous stresse là autant? Disons, hier, je devais passer en l'antenne, mais c'était un peu surbooké, puis j'ai été faire une échographie, puis il y a un problème majeur. Voilà. Donc c'est ça qui vous angoisse, on a trouvé... Non, mais bon, ça c'est un problème de santé. Si vous avez une inquiétude sur votre santé, c'est normal aussi que ça vous crée du stress. Mais vous savez, on peut trouver un nodule sans que ça soit forcément un nodule cancéreux. Hein. Oui, mais Caroline, vous savez, j'anticipe toujours. C'est une personne... Vous êtes anxieux? Non, c'est une personne... Je veux que ça soit toutes choses planifiées, vous voyez. Dans mon métier, je travaillais... C'était de la haute joaillerie. Vous faisiez quoi, pardon? J'ai pas compris. C'était de la haute joaillerie. Ah, d'accord. Voilà. Oui, c'était très précis, très minutieux. Voilà. Il fallait toujours anticiper et trouver des choses pour améliorer la production. Voilà. D'accord. Et vous êtes à la retraite depuis peu? Oui, voilà, exactement. Mais bon, je veux profiter de revoir souvent ma fille, et puis ma femme aussi, elle est consciente de la réalité que la région parisienne est trop intense, la circulation est trop intense, donc voilà. Ça vous fatigue? Vous aimeriez une vie plus au calme? Voilà, et puis on m'a toujours sous-estimé. Dans la famille, vous voulez dire? Pardon? Dans la famille, on vous a sous-estimé? Non, dans mon entourage. Dans votre entourage professionnel? Voilà, ou antérieur avec mon ex-femme depuis très longtemps, vous voyez. Elle me justifiait pas. J'avais un très beau métier, ça s'apprend pas comme ça. Non, certainement, oui. C'était très... Oui. Bon, j'étais à la Chambre des métiers à Paris, c'est vraiment... la bijouterie, et puis bon... Puis j'avais des compétences... je suis peut-être intelligent, mais pas cultivé.
Bah oui, mais c'est déjà très bien d'être intelligent, vous savez, cultivé. De toute façon, plus on apprend, plus on se rend compte à quel point on est ignorant. Hein, donc, Oui, je sais. c'est important de le reconnaître. Mais dites-moi, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées là et qui sont très positives. Vous me dites que vous avez rencontré donc celle qui est devenue votre épouse. Ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Vous aviez un peu perdu de vue votre fille. Là, vous avez renoué des liens apparemment très forts puisque vous envisagez de vous rapprocher d'elle. Oui. Bon, j'imagine qu'elle est d'accord pour ça, sinon vous n'en parleriez même pas. Donc il y a quand même des gens qui vous aiment là et enfin qui tiennent à vous. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors après, évidemment, vous avez un frère qui lui, en fait, il sait que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous ne laisserez pas tomber votre mère. Donc, disons, Evelyne, une fois, je suis parti pendant pas mal de temps, et puis je suis pas revenu, et puis j'en avais plus que marre, et je suis parti pas mal de temps sans rien dire au frangin à la mère, parce que j'étais en colère. J'étais vraiment très, parce que c'était intolérable. Hein. Elle s'en rend compte, votre mère. Elle s'en rend compte, votre mère, que non, vous mais êtes... elle est obtus. Ah oui, elle n'est pas forcément très gentille avec vous non plus. Si, elle est gentille, mais comment? Elle a une préférence, disons qu'elle a elle dit j'ai des enfants, et puis en fin de compte, comment? Elle veut pas admettre qu'elle a besoin de moi, je veux pas me mettre, gonfler les chevilles, mais bon, dans les faits, c'est une réalité. C'est vrai qu'étant donné son âge, si elle vit en pavillon, forcément, c'est vous qui êtes là et qu'elle a un problème, une vision très basse. Si vous n'étiez pas auprès d'elle dans un quotidien, elle aurait dû être placée. Oui, donc... mais parce que vous savez, Evelyne, je dois signer des chèques. Non, moi c'est Caroline. Je sais pas, c'est pour ça que je me demandais qui vous appeliez Evelyne, mais je pensais que c'était votre épouse. Moi c'est Caroline. Hein. Caroline, oui, d'accord. Mais à un moment, je me suis dit bon, il parle peut-être de son épouse. Non, excusez-moi. Donc, et je signe des chèques, et puis des fois elle va faire des courses avec le chèque que je signe. Donc j'ai dit, mais vérifie-toi, il y a de l'argent sur le compte, si on t'agresse, on peut mettre le montant, et puis mon frère, lui, il est quand même conscient, il est pas trop bête, il est intelligent, il m'approuve pas. Vous voyez, c'est bon, mais et si vous haussiez un petit peu le ton en disant moi c'est comme ça, je crois que j'ai fait largement ma part, ça fait 10 ans que je m'occupe de maman, maintenant à toi de prendre le relais un peu. Ouais. Parce que là, il sait, vous êtes... je sais bien que de toute façon, et je vous comprends très bien, que quel que soit... Enfin, vous ne laisseriez pas tomber votre mère, ça j'ai bien compris, et heureusement. Donc, bon, mais peut-être que vis-à-vis de votre frère, lui dire, lui mettre ça quand même un peu en pleine figure, dire ça fait 10 ans déjà que je m'occupe de maman, ce qui te permet toi de mener ta vie comme tu l'entends. Et là, aujourd'hui, j'ai des soucis de santé, je suis quand même assez fatiguée, j'ai besoin de me rapprocher de ma fille. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est en gros, débrouille-toi, quoi. Ouais, enfin, on verra. Eh ben, oui, mais talonnez-le un peu, là. Ouais. Parce que j'ai dit, si j'ai l'opportunité de trouver quelque chose ou qu'il y a ma fille, je n'hésiterai pas à partir. Il m'a dit, mais tu m'avais dit que tu allais attendre le décès de notre Oh, père. il est gonflé en plus, je trouve, de vous dire ça. Enfin, c'est très cynique. Je trouve déjà. Et puis je trouve, ça fait quand même, ça fait 10 ans que lui est parti et que donc c'est vous qui vous en occupez. Et lui, il vient 2 fois par an, ça va. Voilà. Vous voyez, donc il ne vous relaie même pas. Non, et puis même, j'ai dit... Il est à la retraite, votre frère, également. Oui, la retraite, depuis 10 ans. C'est souvent comme ça dans les familles, vous savez, ça repose souvent sur un. Ouais, sur un, ouais. Souvent, hein, malheureusement, on voit dans les parents comme ça vieillissants, il y en a toujours un qui est désigné ou s'auto-désigne, et puis les autres, comme ça, se déchargent. Hein. Même, vous savez, Caroline, la tompière... que mon père est enterré, je la nettoie régulièrement, mais je l'entretiens bien. Il y a la semelle de ciment, elle est toute propre, on dirait qu'on l'a fait, je la décape à l'eau de javel. Hein. Ça fait depuis 10 ans que j'entends que vous êtes quelqu'un de gentil, de dévoué, et un fils en tout cas très prévenant. Et ce qui m'avait choqué sur la pierre tombale, c'était marqué à notre père, à mon mari, et c'était marqué à mon papy. Et c'était ma nièce, et puis mes enfants, ils étaient nés.
Et ça m'avait choqué. Et depuis que j'ai retrouvé ma femme, et j'ai acheté un autre papy. Voilà, parce qu'un autre papy, c'est-à-dire qu'il y avait Ah oui, parce que c'est ça, je comprenais pas. Oui, ils étaient plusieurs petits-enfants. Voilà. D'accord. Bon. Je valorise toujours. Vous vous êtes senti toujours un peu à l'écart, hein, dans la famille? Un peu mis de côté? Oui. Mal compris, à l'écart, oui. Y compris par votre mère? Plus ou moins. Plus ou moins, oui. Elle ne reconnaît pas ce que je lui fais. Oui. Maintenant, oui, c'est un peu normal. C'est une dame maintenant très âgée. Ouais. Donc, ce qui m'arrive là, 20 tensions, et puis j'ai passé une échographie ce soir et on m'a annoncé que c'était pas la glande thyroïde, c'était un nodule. Il fallait faire une biopsie. Un nodule qui est où, dans la gorge? Oui, au niveau des... oui. Et comme je suis un grand fumeur, donc... Vous êtes inquiet? Voilà. Comment Vous êtes inquiet, forcément? Non, pas inquiet. Inquiet? Inquiet, oui, pour ma femme. Bon, n'envisagez pas le pire, hein, forcément. Vous savez, un nodule, c'est normal qu'ils veuillent voir, le retirer et faire une biopsie. Et c'est pas forcément... Non, mais c'est pour ça, ça va encore plus nous inciter à partir le plus tôt possible. Et il y a une auditrice prénommée Renée qui dit: vous ne pourriez pas amener votre mère avec vous? Oh ben non. C'est compliqué, je trouve, de déplacer une dame comme ça de 95 ans. C'est sa maison, c'est son jardin. Oui. Non, à ces âges-là, je vous rejoins, c'est très... même problème de santé, on lui dit fait des examens, mais on va pas lui dire... Oui, elle est suivie là. Oui, non, c'est la déracinée, ça serait la déracinée. Oui, c'est sa vie, Elle a été dans notre appartement en location pour un problème de chaudière une semaine, mais c'est intolérable. On ne vit pas avec ses parents ni ses enfants. On peut pas. C'est des générations différentes. C'est vrai que c'est très difficile. Vous avez raison. L'idéal, c'est quand chacun peut garder son autonomie, parfois évidemment relative, mais quand même être chez lui. Oui. Parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes de vie. Vous avez tout à fait raison, Yves. Bien sûr. Les générations, elles sont différentes. Oui. Comme ma fille, elle a un autre mode de vie que nous. Et ça, je suis conscient. Et c'est une vie de femme, mais j'ai retrouvé, je suis très content. Mais quand je me suis dit, mais un jour, si je la retrouve, comment qu'elle serait si je la croise sur un trottoir, vous savez. Donc j'étais vraiment très, très... Je suis resté longtemps... dans l'oubli de leur... mais bon. Après la séparation d'avec sa mère, vous voulez dire? Voilà. Et disons que... Elle a des petits-enfants aujourd'hui, hein, votre fille? Oui, c'est ça. Oui, des enfants. Des petits-enfants, oui, n'importe quoi. C'est vous qui êtes grand-père, bien sûr. Là, au départ, je m'étais engagé de travailler dur, mettre sur un plan d'épargne logement de l'argent je me suis dit, je vais acheter un appartement avant de connaître une femme. C'est ce que j'ai fait. Mais vous êtes très responsable, hein, vous. Oui. Et j'ai tout donné à cette femme-là. Et qu'est-ce qu'elle en dit alors, votre épouse? Justement, parce que elle aussi, bon, c'est pas sa mère. Mon épouse, disons que elle me dit, mais rassure-toi, je veux pas les avoir parce que si je leur dis la vérité, ça va exploser. Et puis on évite de les... avec mon frère, moi, quand ils viennent, j'y vais, mais bon, en reculant, vous voyez. Non, mais je voulais dire par rapport au fait que peut-être votre projet sera différé, puisque pour le moment, c'est vous qui vous occupez de votre mère. C'était par rapport à ça que je posais la question. Oui, mais l'opinion qu'elle a, de toute façon, je pense que... Non, elle est dans mon sens, hein. Elle est dans mon sens, hein. Elle m'a dit, on va pas se formaliser pour rester tout le temps ici. Il faut quand même qu'on prenne du beau temps. Vous savez, elle a souffert dans sa vie. Puis oui, mais elle est consciente en même temps que c'est pas maintenant que vous allez laisser votre mère à 95 ans et demi s'il n'y a pas de relais. Elle s'en doute aussi. Vous pourriez pas le faire, vous, j'ai l'impression. Bon, écoutez, si, ah bon? Vous savez, je suis pas très très diplomate et gentil. Puis quand je affirme quelque chose, je le fais, vous voyez. Oui, certes, mais enfin, en même temps, laisser une vieille dame... Oui, mais
savez, on voit pas quand même comment. Oui, on peut se consacrer à quelqu'un, à notre mère, mais quand on est marié, madame, Caroline, on est obligé de faire des, peser le pour et le contre, hein. C'est ça. C'est le gros problème. Oui, là j'ai un peu de mal à vous suivre parce que j'avoue que c'est vrai que vous avez déjà beaucoup donné, mais en même temps, vous pouvez voir avec votre frère ou à ce moment-là trouver un autre mode d'organisation, ou peut-être envisager un placement avec en parlant par là. Mais parce que là, vous pouvez pas non plus du jour au lendemain dire bon allez, ciao et débrouille-toi. Enfin, c'est ce qu'il avait fait, mon frère. Hein. Certes, mais vous seriez prêt à le faire, vous? Moi, j'avais anticipé de voir si c'est, comme on est en région parisienne, une jeune fille dans une université. J'ai tout refait dans le pavillon, une petite chambre, il y a tout ce qu'il faut. Une étudiante, vous voyez, pour qu'elle le loge. C'est un peu lourd quand même. Hein. Comment? Ouais, c'est un peu lourd pour une étudiante, non? Oui, mais bon, elle peut avoir une auxiliaire de vie. Voilà. Bon. Parce que j'ai refait, elle a failli se cogner sur la baignoire, j'ai fait une salle de bain entière avec un bac à douche, vous voyez. D'accord, bon. Bon, écoutez, la priorité aujourd'hui, de toute façon, c'est de vous soigner, vous. Oui. Hein, d'attendre, de faire cette biopsie, d'attendre les résultats. Donc, essayez déjà de pas trop anticiper là pour votre mère, parce qu'il y a des solutions qui existent, auxquelles vous pourrez réfléchir, en impliquant un peu votre frère. Je trouve, parce que c'est un peu facile, lui, d'être loin comme ça, de venir 2 fois par an et de vous laisser toute la responsabilité. Mais pour le moment, essayez de ne pas trop vous tracasser, parce que la priorité, c'est vous et votre santé, j'ai envie de dire. Et on sent que vous êtes forcément un peu sous le choc de cette annonce, là, aujourd'hui. C'est normal que ça vous bouscule et que ça vous bouleverse. Donc, pour le moment, la priorité, c'est vous. Enlever ce nodule, faire la biopsie et voir ce qu'il en est. Déjà, vous y verrez peut-être un peu plus clair après. Vous voyez, une fois que cette étape sera passée. D'accord, Caroline. D'accord ? D'accord, très bien. Bon. Et puis il y a Natacha qui dit, vous savez, il y a toujours un vilain petit canard dans les familles et c'est souvent sur lui que reposent toutes les responsabilités. Elle a raison, Natacha. Il y a Marie-Paul aussi qui dit, c'est un peu mon histoire, mes parents sont décédés, j'ai tout fait pour eux. J'ai une sœur qui est allée au tribunal pour faire vendre la maison. Alors elle dit, essayez de prendre un peu du recul. Elle dit, ne contactez plus votre frère. Bon, moi je suis pas de cet avis. Je pense que j'essaierai quand même un peu de l'impliquer, quitte à le culpabiliser un peu. Oui. Mais c'est vrai que la priorité actuellement, c'est de vous occuper de vous et de votre santé, Yves. Hein. D'accord ? Prenez soin de vous. Hein. Très bien. Au revoir, Yves. Merci, Caroline. Bonne soirée, au revoir. Et à vous aussi. Merci. Au revoir, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. À vous sur Europe 1, c'est vous et vous seul qui composez le programme de cette émission. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous concernent, nous confier vos préoccupations. La ligne est ouverte au 39 21 et jusqu'à 1h du matin. Paul et Amandine se feront un plaisir de vous y accueillir. 39 21, donc c'est le numéro si vous souhaitez me parler, mais aussi à tout moment vous pouvez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire fait écho à la vôtre. Vous pouvez également réagir à tout ce qui se dit à l'antenne, que ce soit par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21, en commençant votre message par le mot nuit, ou encore sur la page Facebook. Alors un petit message aussi de Christine qui rebondissait sur le témoignage d'Yves que nous avons eu dans cette première demi-heure de Libre Antenne, et qui dit Yves pourrait aussi avoir recours à un service à la personne pour aider sa mère et le soulager un peu, et peut-être aussi pourrait-il louer près de sa fille pour la voir en attendant
C'est vrai que ça pourrait être une bonne solution pour voir aussi s'il se plaît finalement en Loire-Atlantique. Merci pour toutes vos réactions. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. C'était une journée de mobilisation contre le cyberharcèlement. Un enfant sur 10 est insulté, humilié, frappé à l'école ou sur les réseaux sociaux. Si votre enfant a été victime de harcèlement, si vous-même avez été victime de harcèlement dans votre enfance ou votre adolescence, n'hésitez pas à nous contacter au 39 21 pour nous en parler. Europe 1. Caroline Dublanche. Europe 1. Alors à propos d'ailleurs du harcèlement scolaire, il existe un numéro qui est le 30-20 qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. L'appel est gratuit. N'hésitez pas à contacter ce numéro. Vous aurez des professionnels au bout du fil pour vous répondre, vous conseiller, que vous soyez élève, parent ou professionnel. Et si le harcèlement a lieu sur Internet ou par téléphone, vous pouvez appeler le 0800 200 000. Je répète, 0800 200 000. Ça, c'est pour le harcèlement sur Internet. Et là aussi, des conseillers répondront à toutes vos questions de façon, bien sûr, totalement anonyme et confidentielle. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Rosemary. Bonsoir Caroline, Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Et vous? Écoutez, ça peut aller, un petit peu stressée, mais bon, sinon je De pense que passer ça à va l'antenne. Oui. Bon, alors si c'est ça, ça va. C'est pas. Oui, ça va aller. Vous allez voir. C'est toujours. Ça fait ça les premières minutes et puis après vous êtes dans votre histoire et tout se passe bien. C'est ce que je vous entends dire chaque fois, mais bon, on va voir. Ah oui, mais écoutez, vous me direz ça à la fin, après tout. Voilà. Bon, je vais vous dire la raison de mon appel. Oui. Je pense quand même que vous savez à peu près de quoi il s'agit. Il se trouve que j'ai écouté votre message sur le répondeur, donc oui. D'accord, vous avez laissé un message sur le. Fait deux. Oui, vous en avez fait deux parce que vous n'étiez pas sûr d'avoir appuyé sur la touche dièse. Et je vous rassure, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Souvent, on les a en triple, les messages. Mais après tout, il vaut mieux les avoir en double ou en triple que pas du tout. Parce que j'en profite pour le dire. Parfois, encore beaucoup de messages où vous oubliez de laisser le numéro de téléphone. Ou parfois des messages qui sont très inaudibles parce que soit la personne a une toute petite voix, une voix tellement fluette qu'on comprend pas. Ou une liaison. Alors, je dis voilà, si jamais on ne vous rappelle pas, n'hésitez pas à nous relaisser un message sur le répondeur. Voilà. C'est ce que je m'étais dit de faire, puis je me suis dit je le fais tout de suite. J'ai commencé, je continue. Vous avez bien fait. Voilà. Oui, donc j'ai eu vos deux messages et je les ai écoutés, ma chère Rosemary. Mais vous, en fait, c'est le témoignage de Florence, cette maman hier qui nous parlait de son fils âgé de 41 ans, de son histoire, de son parcours, et qui va très mal aujourd'hui, alors que c'était un enfant brillant. Bon, et ça vous a fait peur, en fait. Oui. J'ai aussi un cas autour de moi. Une amie dont le fils a effectivement 44 ans, je crois. Et j'ai raconté cette histoire à ma belle-fille, mon ex-belle-fille, pour la faire réagir un petit peu, mais ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. Je sais bien que les parents sont très occupés par ailleurs. Et là, hier soir, je me suis dit, non, il faut que... Ça faisait longtemps que je voulais vous appeler. Pour votre petit-fils, oui. Oui, pour mon petit-fils. Votre petit-fils, alors qui est beaucoup plus jeune, puisqu'il va avoir 14 ans. 14 ans à la fin de l'année. Oui. D'accord. Oui, justement, je me dis que là, maintenant, il faut faire quelque chose. Il va rentrer au lycée, ça va pas s'arranger, je pense, comme ça, je veux dire. Alors, il va rentrer au lycée, c'est-à-dire, il est déjà au collège, là? Non, là, il est au collège. Il est en dernière année de collège, mais je me dis, il va se retrouver encore... D'accord. Il va encore changer, parce que le problème aussi de ce garçon, c'est le changement. Alors, pour revenir, parce que moi j'ai écouté votre message, mais les auditeurs non, donc ce qui vous préoccupe, c'est que c'est un enfant très solitaire et qui n'a, me dites-vous, quasiment aucun camarade, aucun copain. Non, il s'était fait un camarade en 6e. Oui. Et chaque année, il espérait, en 5e, il ne l'a pas retrouvé, et chaque année, il espérait le retrouver. Et ça s'est jamais fait. Et là, il est encore dans la dernière année de collège et il a toujours pas retrouvé son copain. Donc, il se voit. Je lui dis, mais tu le vois pendant la récréation. Il me dit oui. Mais vous voyez,
ils se voient à l'école, mais après c'est fini. Ils n'essaient pas de se retrouver. Ils ne doivent pas habiter loin l'un de l'autre, mais je comprends pas ça. Alors que votre petit-fils est très attaché à son camarade, puisque... disons que oui, puisqu'il chaque année, il me dit, ou il me parle souvent de ce garçon. Bon, il se voit à la cantine, mais je lui dis, mais invite-le. Si tu veux, on peut l'inviter à la maison, parce que bon, quand les parents travaillent, c'est moi qui le prends le mercredi, par exemple. Je lui dis, on peut l'inviter à la maison. Oh, je sais pas. Enfin bon, c'est toujours compliqué. Ça semble toujours compliqué pour lui. Et avant le collège, c'était déjà un peu compliqué pour lui de se faire des amis déjà à l'école primaire? Oui, en général, un. Il envoyait un. J'avais organisé des anniversaires. Les enfants venaient. C'était rare qu'on leur ait invité en retour. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais c'est pas un enfant qui se mettait en avant non plus. Il est fils unique? Il est fils unique, oui. Ah, il est fils unique. Parents séparés. D'accord. Et est-ce que dans la famille, il est quand même habitué à avoir d'autres enfants, des cousins, des cousines, ou est-ce qu'il évolue beaucoup au milieu d'adultes? Ils sont pas. On est tous éclatés en France. La famille en Bretagne, dans l'Est, et donc quand on se voit, c'est très, on se voit pas souvent. On se voit pas. J'avoue qu'on se voit pas souvent. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'amis. Oui. Je vais facilement vers les gens, mais j'aime bien être seule aussi. J'aime beaucoup la solitude aussi. Ça me dérange pas de passer des journées. Oui, c'est pas incompatible. On peut. Oui. Tout à fait, je suis d'accord. Au contraire, même vous appréciez d'autant plus les moments de partage avec vos amis, parce que vous avez des moments où vous pouvez un peu vivre à votre rythme. Mais vous avez raison. Vous avez raison de vous poser des questions, parce que avoir des amis, c'est indispensable pour l'équilibre psychique d'un enfant, et ce dès le plus jeune âge. Hein. Oui. Et les parents s'alertent plus vite des difficultés scolaires que du fait, d'un enfant qui a du mal à se faire des amis. Alors que ça doit alerter un enfant qui a du mal à créer des liens et à se faire des amis. Non pas parce que ça évoque quelque chose de l'ordre de la pathologie, pas du tout de cet ordre-là, mais parce que c'est important pour l'équilibre. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi-même, je n'ai pas, si vous voulez, j'ai pas réalisé ça il y a longtemps. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, j'allais dire 3 ans peut-être, dans ces environs. Mais parce que justement, en parlant avec des amis que je retrouvais en vacances, qui avaient eux-mêmes leurs petits-enfants, donc c'était super pour le mien, parce qu'ils se retrouvaient. Oui. Et c'était sur la plage, par exemple, et puis tout d'un coup, je regardais le groupe, je dis, et il est où? Il était parti tout seul, pêcher dans un coin, tout seul. Il restait. Je sais qu'il craignait. Dès qu'il y avait un jeu, par exemple, de ballon et tout, il n'y avait plus personne, il était parti. Parce qu'il n'aime pas ça du tout. Il n'est pas à l'aise avec les ballons. Donc, du coup, c'était ça, discrètement, il partait comme ça. Alors, ce que je viens de réaliser aussi, c'est que sa maman s'est remariée, je ne sais pas exactement, je pense que là, il doit quand même y avoir pas mal de personnes, d'amis et tout. Et du côté de son père, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis non plus. Et mon fils a eu beaucoup d'amis enfants, jeunes, et il a été, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, il a été extrêmement déçu. Et du coup, il a coupé court. Ah oui? Il a 1 ou 2 amis au travail, mais il se voit sur Paris, mais pas à la maison. Oui, mais ça, c'est très important, parce que... Bien sûr. Si vous voulez, les adultes, en premier lieu, les parents donnent le là. Donc c'est vrai que si l'enfant est isolé, et vous me dites, alors déjà, il est enfant unique, de parents séparés. Donc si quand il vit avec son père... le père invite quasiment personne à la maison. Il n'y a pas de monde qui vient.
Et l'enfant, enfin, dès qu'il est bébé, même, il a besoin de contact avec, enfin, pas dans les premières semaines ou les 3 premiers mois, hein, évidemment, mais il a besoin de rencontrer d'autres enfants et que ses parents rencontrent d'autres adultes. Et alors, il est peut-être habitué, ça m'interroge là, parce que vous dites, finalement, quand même, il fonctionne, il en a un, quoi, comme s'il était dans cette relation d'exclusivité, mais il est peut-être habitué comme ça, au fond, cet enfant. Lui-même étant unique, il a une relation avec son père. Pardon. Ouais. Oui, je disais, toutes les vacances scolaires, il était avec moi. Et là, il y avait toujours des enfants. Je m'arrangeais pour qu'il y en ait. Oui, c'est bien. Et le week-end, en ce moment, enfin depuis, j'allais dire, un an ou deux, notre fils, mon mari et moi, nous sommes séparés, mais nous ne sommes pas divorcés, va le samedi chez son père et le dimanche chez moi. Donc, je veux dire, il n'est jamais seul à la maison non plus. On est toujours ensemble, si vous voulez, mais on est toujours tous les 3 ensemble, quoi. Oui, puis ça, pour le coup, dans l'année, ça manque d'enfants autour de lui. Voilà. Or, il est à un âge où c'est particulièrement important le lien avec les pères. Enfin, c'est père PAIRS. Hein. C'est oui. Oui. Ah oui, je suis d'accord. Et donc, j'essaie de lui faire voir les voisins. Mais bon, maintenant, les enfants ont quand même pas mal de devoirs le mercredi. Donc, ils sont pas dans la même école non plus. Alors, c'est pas pareil. Ils se retrouvent pas. Ils savent plus trop quoi se dire. Et puis, souvent, quand ils se retrouvent, c'est un truc que sa maman ne veut pas. C'est pour jouer aux jeux vidéo. Et ça, il n'en est pas question. Donc, du coup, j'ai évité de certains petits voisins pour cette raison-là. Mais le mercredi passe tellement vite, de toute façon, que il pense qu'à ses devoirs et puis à... j'allais vous demander, il est très bon élève ? Il est bon élève, oui, il est très bon élève. Il ne pense qu'à ses devoirs ? Oui, la première des choses qu'il fait, c'est ses devoirs, la musique. Et puis le soir, il va au basket. Et donc, après, je le vois plus, donc jusqu'au week-end. Et le basket, il se fait pas des amis là-bas ? Non. Il s'en plaint ou pas, d'ailleurs ? Je crois qu'il y va... je ne veux pas dire contraint et forcé, mais il y va pour faire plaisir à ses parents. Parce que sa maman lui a expliqué que c'était pour qu'il rencontre d'autres enfants. Mais il n'y a pas le... Vous voyez, il y a pas... On a essayé de lui en parler, on a beau lui dire, écoute, vas-y, tu parles de rien. Tu parles de la pluie, du beau temps, de n'importe quoi. Pour parler aux gens, tu fais des sourires. Non, mais c'est pas comme ça surtout avec les adolescents. C'est pas... Si vous voulez, vous savez... C'est compliqué parce que il y a quand même des codes très spécifiques à cet âge-là. Je veux bien croire que je ne connais rien. En matière de... Non, mais vous avez été adolescente vous-même. Vous avez été adolescente. Oui, mais c'était pas pareil. Enfin, moi, je trouve que c'était pas pareil que maintenant. Sauf que les jeunes de maintenant, moi personnellement, je trouve qu'ils sont différents. Oui, mais on a toujours pensé ça. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, d'ailleurs, on a toujours dit, oh là là, les jeunes d'aujourd'hui, on compare toujours par rapport à sa propre jeunesse. Bien sûr qu'il y a des grandes différences. Mais en revanche, les adolescents, il y a toujours eu des modes en matière de vêtements, de langage, de musique. Or, si l'enfant n'a pas ces codes-là, il est vite complètement déconnecté, complètement largué et mis à l'écart. Alors là, vous touchez un point sensible. Parce qu'on ne veut jamais aller acheter des vêtements. C'est nous qui les achetons. C'est une galère de l'emmener dans les grands magasins. Je me suis même demandé s'il n'avait pas peur de la foule. Et d'un autre côté, il s'en fiche, mais complètement de savoir s'il est bien habillé ou pas. Autant les marques sont importantes pour les jeunes, alors lui... Bon. Mais ça, après tout. Mais est-ce qu'il parle un peu de lui ou est-ce qu'il est aussi un peu renfermé ? Il élude très vite. Quand on lui demande comment c'était à l'école, sa réponse est très rapide. Hein. Ça s'est bien passé, rien de spécial. Enfin, Et est-ce que vous lui demandez, est-ce que ça te manque pas finalement de ne pas voir des amis, de ne pas avoir d'amis ou de ne pas les voir un peu à l'extérieur ? Je lui ai déjà demandé. Il m'a dit, je les vois à la récréation, ça me suffit. Moi, je sais que quand il se passe quelque chose à l'école, il est pas le dernier à rire. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais il y a un truc drôle dans la classe,
Ça, il me les raconte, et puis il me les raconte. Oui, il n'est pas rejeté par les autres. Non. Il n'est pas rejeté, c'est plutôt... Non, je voudrais bien être une petite souris et puis voir un petit peu comment ça se passe. Alors, les professeurs peuvent vous dire certaines choses à l'école. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose par rapport à ça? Rien. Alors, depuis qu'on est au collège, rien. Il ne signale absolument rien. À l'école, auparavant, oui. À l'école, plus, oui. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'école? On me disait qu'il était isolé, qu'il était seul dans la cour et qu'il ne participait pas. Enfin, je veux dire, il écoutait à l'école, mais il ne levait pas la main pour donner une réponse et tout. Il restait toujours. Muet, quoi. C'est un enfant qui est allé à la crèche ou qui a été gardé en nourrice individuelle? Alors moi j'étais contente qu'il aille à la crèche et puis ça a duré une semaine et au bout de la semaine il est allé chez une nourrice qui dépendait de la crèche et donc il allait à la crèche une fois par quinzaine, je crois, ou une fois par semaine. D'accord, pour retrouver les autres enfants. Donc il n'a pas non plus été vraiment beaucoup en contact avec les enfants, avec d'autres enfants. Les sorties scolaires, je ne vais pas casser du sucre sur le dos de mon ex-belle-fille, mais elle s'était toujours arrangée pour qu'il ne les fasse pas. Ah bon? Pour quelle raison? Vous savez, quand il part 3 jours... Oui, pour quelle raison? Je ne sais pas. Elle était anxieuse, elle avait du mal. Oui, certainement. Elle avait peur. Elle avait du mal à se séparer de lui. Alors il était ou malade ou toujours quelque chose. Bon, il n'y avait pas non plus. Oui, mais c'est intéressant parce qu'il était privé. Ça peut être justement des occasions de se voir autrement, se voir autrement qu'à l'école. Or, d'un côté, il a peut-être une maman très anxieuse qui a un peu de mal à se séparer de son fils. Et de l'autre, vous me dites que votre fils, qui avait beaucoup de copains quand il était plus jeune, aujourd'hui reçoit très peu. Oui, il est même parti en colonie de vacances et tout. Il dit à son fils, c'était super les colonies de vacances. Chaque année qu'on en parle. Là, en plus, je viens de recevoir une documentation pour des vacances de ski. Quand je lui en ai parlé, il a cru que je partais avec lui. J'ai dit non. C'était un séjour avec des jeunes. Oh là là, je ne dis pas la tête qu'il a fait, donc je sais pas. Ça l'angoisse, ça l'inquiète. Oui. J'ai l'impression, oui. Puis de toute façon, il va pas se. Je pense que tant qu'on ne fait pas, enfin, je pense qu'on peut faire quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tant qu'on n'agit pas, on changera pas. Et ça sert. J'ai dit à mon fils, ça sert à rien de l'envoyer dans un séjour comme ça. Il va être dans son coin, il va pas participer. Ah ça oui, je pense que ça pourrait même être perturbant. Ça dépend, il peut y avoir aussi une révélation, mais je pense qu'il y aura un petit travail à faire avant pour l'aider à retrouver un peu le chemin vers les autres. C'est important. Alors, j'ai quand même envie de vous dire, parce que je sais, vous le disiez sur le répondeur, c'est le témoignage de Florence qui nous parlait de son fils qui vous a beaucoup angoissé, et qui a bouleversé beaucoup de monde, beaucoup d'ailleurs, mais on ne peut pas comparer les situations. Si vous voulez, c'est même un pédopsychiatre qui travaille auprès d'adolescents qui vont pourtant très mal, Xavier Pomereau, qui dit d'ailleurs même que il est pourtant confronté vraiment à des ados qui vont très très mal. Que pour autant, on ne peut pas préjuger de leur avenir. Qu'un adolescent qui ne va pas bien, qui est en difficulté, ça ne veut pas dire que ça fera de lui un adulte en souffrance. Bien sûr. Parce que, vous voyez, il n'y a pas une forme de déterminisme. En revanche, c'est vrai qu'il faut être sensible aux signes de mal-être et le fait de ne pas avoir d'amis, mais je vous dis, ceux dès le plus jeune âge. Ça peut commencer à la crèche. Même si parce qu'à la crèche, c'est très violent, l'expérience du groupe. Faut jamais oublier ça. Vous savez, Dolto, elle avait créé ce qu'on appelait les maisons vertes. C'était des lieux où les enfants pouvaient faire leur premier pas dans la vie, mais en présence de leurs parents. Donc, si vous voulez, passer de l'univers de la vie familiale, feutrée, où l'enfant est le centre d'attention, où il est choyé, où on prend soin de lui, on fait attention, à tout d'un coup se retrouver avec d'autres enfants qui ont le même âge que lui, surtout quand ils sont tout petits, qui, parce qu'ils veulent le même jouet, vont lui tirer les cheveux, le bousculer, voire le mordre, les enfants se perdent très vite et sont très angoissés.
Donc l'expérience de la socialisation, ça se fait pas sans difficulté. Il y a qu'à voir d'ailleurs les années, les premières rentrées à l'école maternelle des tout petits, des 2 ans et demi, 3 ans. Il y a beaucoup de pleurs, hein. C'est compliqué l'expérience des autres. Donc c'est quelque chose qui s'apprend aussi au fur et à mesure, et puis qui dépend quand même aussi de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que à l'adolescence, justement, c'est le moment où on peut travailler sur toutes les cartes de l'enfance. Tout ce qui n'a pas été bien intégré dans l'enfance, on les a toutes là, les cartes, et on va pouvoir les distribuer autrement. On va pouvoir en faire quelque chose. Parce que c'est là où, à la limite, les signes de mal-être chez un adolescent peuvent être des choses qui ont été mal vécues dans son enfance, mais qui à ce moment-là sont passées sous silence et qui, au moment de l'adolescence, vont prendre une forme assez exacerbée. Mais c'est une période de la vie où on est encore très plastique, d'un point de vue psychique, et où il peut y avoir beaucoup de remaniements de faits. Et puis c'est une période de la vie, il faut bien dire, où c'est pas là où on est le mieux dans sa peau, parce qu'entre les transformations du corps, la sexualité qui est là autour, un malaise général, un peu le monde extérieur devient un peu inquiétant, c'est difficile, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte. Enfin, tiens, à ce propos, est-ce que d'ailleurs il est plus à l'aise dans le contact avec les adultes ? Je pourrais dire oui. Oui. Oui, effectivement. Mais il faut dire que les adultes, par rapport à lui, ont peut-être une autre approche. Bien sûr, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Ils essayent de le mettre à l'aise. Bien sûr. Oui. Ils vont faire davantage attention, comme vous dites, essayer de le mettre à l'aise. Bon, ce que ne vont pas faire des garçons ou des filles de son âge. Hein. C'est assez rude, le collège est très rude. Hein. Soit on s'intègre, soit, je vous dis, si on n'a pas les mêmes codes à ce moment-là, particulièrement au collège, au lycée c'est encore un peu différent, on est très vite out. Bon. Ah oui. Donc il faut pas, si vous voulez, il a le droit d'avoir une certaine différence. Après tout, si les fringues, ça l'intéresse pas, c'est pas ça le problème. Mais l'important, c'est qu'il se marginalise pas par rapport aux autres. Donc je trouve que vous avez raison de vous préoccuper du fait qu'il a du mal à créer des liens avec les autres, et que quand il y a des sorties, mais il y a quand même un peu un contexte déjà qui entre la maman qui finalement toutes les sorties scolaires c'était non. Comme si l'extérieur était un peu dangereux quand même. Ça, vous savez, l'angoisse, ça se transmet très bien. Comme si se séparer était difficile aussi. Oui. Bon. Et votre fils qui reçoit très peu, une vie sociale où ils vivent finalement un peu à deux, comme ça. Bon, même si vous êtes très présente, on vous sent très vive, vous, et très dynamique. Mais c'est vrai qu'en tant que grand-mère, c'est pas vous qui pouvez lui présenter, enfin, des gamins de son âge. Donc, pourtant, j'essaye. Hein. Oui, j'entends ça. Oui, c'est formidable. C'est moi qui en ai présenté le plus. Mais parce que c'est vous qui en avez le plus conscience. Ça inquiète pas trop les parents. Je rencontre d'autres mamies qui ont des petits-enfants, quoi. Et vous voyez un peu la différence. Ah oui. Alors, il y a quelqu'un qui dit, rassurez cette dame, mon petit-fils a été solitaire jusqu'à la fac, et depuis la rentrée, il est transformé, il sort, il a des copains. Bon, tant mieux, ça, évidemment. Mais je trouve que on peut essayer quand même, après tout, je vous dis, sans craindre vraiment quelque chose de l'aider un peu à savoir un peu qu'est-ce qui se passe, peut-être à prendre confiance en lui, qui rencontre quand même un peu un psy, un thérapeute pour ados. Moi, je pense que ça me semblerait pas mal. On va marquer une petite pause, j'ai quelques messages encore qui arrivent et je vais vous les lire après. À tout de suite. Merci. Alors, Rosemary, je reçois des messages, ça c'est vrai qu'on y a droit à chaque fois dès qu'un enfant est un peu différent par certains aspects de son comportement. Est-ce qu'il ne serait pas un enfant précoce, un enfant surdoué, me dit-on Non, je pense pas. Bon, c'est pas forcément, bien sûr qu'après ça crée d'autres problèmes, mais c'est pas forcément le signe d'une précocité après tout. Il y a Frésia qui dit, s'il aime, il pourrait faire du dessin en atelier avec d'autres ados. Il fait de la musique, votre petit-fils. Il est très doué en dessin. Il est très doué en dessin. Ah oui, mais une année j'ai voulu l'inscrire, le groupe était complet, et là maintenant quand je lui en parle, il a plus vraiment envie d'y aller. Ah oui, il débrouille vraiment très bien en dessin. Bon, enfin, il part toujours dans ces mêmes dessins, ce que j'expliquais à Paul. Qu'est-ce qu'il dessine ? Les mangas. D'accord. C'est ce genre de personnage. Oui. Voilà.
Oui, mais c'est intéressant parce qu'à travers ces personnages, ça peut être comme un autre lui-même, plus, voyez, plus fort, plus costaud. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est important. Je me permets d'insister, c'est important. Il faut jamais laisser C'est important qu'un ado retrouve le chemin des autres, quoi. Qu'il aille à l'extérieur. Un ado qui veut trop rester à la maison, qui est trop avec papa, maman, même grand-mère, même si elle est très sympathique. À un moment, c'est l'âge où on a besoin des autres, parce que on a besoin de s'identifier aux autres, de se prendre des modèles et des modèles autres que ses parents. Donc le risque, c'est que en restant à la maison, il évacue le problème. À ce moment-là, le jeune. C'est-à-dire qu'à la maison, il retrouve son cocon, sa petite bulle. Exactement. Mais donc tout ce qui le taraude, le préoccupe, parce qu'il y a plein de choses qui les traversent entre, je vous dis, les transformations du corps, l'éveil de la sexualité. Il faut dire qu'il les a eu précocement, ces transformations du corps. Ah, il a eu une puberté précoce. Très précoce, oui. Donc il va avoir 14 ans, ça fait déjà 3 ans qu'il a une moustache. Donc il n'est pas à l'aise, je pense qu'il n'est pas très à l'aise non plus. Oui, ça certainement, parce que c'est pas, et qu'il n'ose pas se raser. Mais son père lui a dit l'autre jour, si tu veux, on l'enlève. Non, c'est pas. Ça n'a pas l'air d'être un problème pour lui. Moi, je pensais aussi que c'en était un. Il a dit non, c'est bon. Mais vous voyez, il est quand même différent. Oui, et cette différence physique, cette puberté plus précoce, le met en décalage par rapport à d'autres enfants, surtout les garçons qui peuvent rester jusqu'à un certain âge encore dans des jeux, assez enfantins, Donc ce corps qu'il a, le rendait déjà différent des autres, le mettait un peu à part. Alors, ça peut être un atout pour plus tard, mais à ces âges-là, tout devient un peu inquiétant et le rapport avec les autres devient inquiétant. Le risque, si vous voulez, c'est que par rapport à cet éveil de la sexualité, à toutes ces pulsions, si on reste trop en famille, ça devient angoissant parce qu'il y a personne sur qui projeter tout ça, si ce n'est les membres de la famille. Et ça devient très angoissant. Voyez, et tout ça, il reste dans sa tête et il se trouve de plus en plus étrange et curieux. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il faudrait pouvoir considérer qu'un enfant. Je reçois un message. Alors Romuald me dit, il y a Margaret aussi qui me dit, j'ai toujours été solitaire. Je ne considère pas ça comme un problème. Après, on peut décider, comme vous le dites d'ailleurs, aimer la solitude, aimer ces moments de solitude, et en même temps, ça n'empêche pas qu'on peut savoir créer des liens avec les autres. C'est ça la grande différence. C'est quand on est adulte, on peut choisir après. À l'adolescence ou un enfant qui n'a pas d'amis, il faudrait pouvoir un peu s'en préoccuper. Et en tout cas, je vous dis, sans que ce soit grave, l'aider simplement à exprimer un peu ce qu'il ressent. Et est-ce que les parents seraient réceptifs? C'est ça la question. Oui, je pense, on en a déjà parlé. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas à moi de faire non, c'est pas à vous de faire la démarche, mais vous pouvez en parler à votre fils. Mais j'en ai déjà parlé, et puis bon, comme si elle oubliait, je ne sais pas. Mais là, je vais en reparler. Je vais en reparler, et effectivement... Je suis en train de noter ce qu'on m'avait dit. Je sais qu'elle était prête, la maman, parce que c'est chez la maman qu'il est toute la semaine. D'accord. Qui? Pardon, je vous entends moins bien, il y a un problème. Là, vous m'entendez bien? Oui, c'est la maman qui? C'est chez la maman qu'il est toute la semaine, et le week-end chez son papa. Donc, si vraiment, je lui ai dit, si tu fais la démarche, et moi après, je peux déposer l'enfant chez la personne qui l'ira voir. Ah oui, ça, bien sûr, vous pouvez l'accompagner. Il faut qu'elle fasse la démarche. Au moins qu'elle demande un avis. Oui, bien sûr. Et en expliquant, dire écoute, on pense que ça serait important pour toi que tu puisses te faire des amis, avoir des liens un peu à l'extérieur, et on va pouvoir un peu parler de ça, aller voir quelqu'un qui peut t'aider, peut-être un peu à prendre confiance en toi. Voilà. Donc à fait. Après, on est tous d'accord. Ce qu'il y a, c'est que ça bouge pas. Et c'est vrai qu'hier soir, ça m'a interpellée, surtout que j'ai autour de moi quelqu'un à qui c'est arrivé aussi. Donc je me suis dit 2, c'est beaucoup. Donc là, il faut que... Qu'est-ce qui est arrivé une amie dont le fils, à partir du moment où il devait entrer dans la vie active, après c'est des études d'ingénieur, il n'a plus voulu sortir de chez lui et il vit tout seul chez lui. Il a 44 ans.
Oui, alors attention, parce qu'évidemment, ça, c'est des projections très angoissantes, là. Oui, et tout à fait, mais elle me dit, fais quelque chose. Et encore une fois, oui, mais encore une fois, je vous dis, c'est pas parce qu'un adolescent, quand bien même, et votre petit-fils, par ailleurs, il a plein de côtés qui montrent qu'il va bien et où il peut exprimer sa sensibilité à travers la musique, le dessin. Enfin, oui, heureusement, il a quand même des moyens de s'exprimer. Encore une fois, c'est pas parce qu'un adolescent est un peu en difficulté que forcément ça va faire un adulte qui sera complètement coupé de tout lien et de toute vie sociale. Hein. Bien sûr. Il faut se méfier mais aussi. Vous savez, je dis la musique, mais la musique, c'est tout seul chez un professeur. Oui, c'est ça. Et il n'est pas question qu'il joue devant les autres. Il n'est pas question qu'il joue du piano à la maison devant des gens qu'il ne connaît pas. Oui, il doit manquer de confiance en lui. Enfin, ça, c'est terriblement à cet âge-là, ça n'a rien d'étonnant. Mais vous savez, parce qu'à cet âge-là, on s'imagine qu'on est tout seul à vivre ça. Les adolescents, quand vous leur parlez, ils se trouvent nuls, ils se trouvent pas beaux, mais ils ont l'impression, ils se sentent un peu stupides, en décalage. Et ils ont toujours l'impression qu'ils sont seuls. Dans les thérapies, ça ressort beaucoup, ça. Donc simplement, d'avoir quelqu'un qui leur parle, même parfois c'est important que les parents, les grands-parents parlent de leur expérience. C'est un âge où on commence à parler différemment aux enfants, c'est-à-dire de dire, après tout, leur parle vrai, en gros, que qu'est-ce qu'on a vécu à cet âge-là, que c'est pas facile pour personne, comment on s'en est sorti. On lui raconte. C'est rassurant, c'est rassurant. Mais justement, on fait ça souvent, mais je sais pas si ça gêne, peut-être. J'ai l'impression que ça, je sais pas, il écoute et puis... Il écoute quand même. Il écoute, oui. Bon. Écoutez, je pense demander quand même, puisque les parents semblent d'accord, c'est peut-être lui qui... Et peut-être, j'allais dire, c'est peut-être lui qui va opposer un peu de résistance, et pas forcément. Ah, c'est possible, oui, peut-être. Et pas forcément, parce que peut-être que l'idée d'aller parler comme ça à quelqu'un d'extérieur, dont c'est le métier, d'écouter des ados, et dire, nous, ça nous inquiète, mais ça nous embête un peu pour toi, que t'aies pas d'amis, parce que c'est important. Oui. Voilà. D'accord. Donc, alors je reçois plein de messages évidemment qui vont dans le sens inverse, qui disent Joël me dit je fus enfant puis ado puis jeune adulte solitaire. Alors j'étais à haut potentiel, dit Joël, j'ai tissé des liens amoureux, amicaux, fus mère et suis heureuse dans ma vie tournée vers autrui et je suis devenue psy. Bon, vous êtes quand même devenu psy, Joël. Finalement, j'ai envie de dire, je la taquine. Non, mais j'ai plein de messages qui me parviennent comme ça en disant, et alors, solitaire, où est le problème ? Moi, je dis, et je pense pas de la déformation professionnelle, c'est important qu'un enfant et qu'un adolescent ait des amis. Voilà, dans la construction et dans l'équilibre psychique, c'est important. Alors après que ça fasse un adulte solitaire, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres sociaux. Donc après, on peut goûter la solitude, savourer sa solitude, mais on a besoin de liens. Il faut jamais oublier ça, malgré tout. Oui, non, mais c'est tout à fait comme ça que Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tous les auditeurs qui me disent ça, et en même temps, ils sont branchés sur l'émission, ils écoutent. C'est aussi être en lien, là, que d'écouter cette émission. Oui. C'est pas rien d'écouter d'autres humains raconter, partager leur expérience, vibrer, ressentir. C'est quoi, si ce n'est être en lien avec les autres? Bon. Oui, exactement. Et on a besoin de ça, fondamentalement. Donc, bon. C'est vrai. Et encore une fois, pas d'angoisse là-dessus. J'ai envie de dire, ça peut être assez classique à cet âge-là, et ça peut se débloquer à ces âges-là très rapidement, surtout. D'accord. Mais c'est le moment d'agir. Oui, c'est pas mal. Oui. Parce que je vous dis, c'est le moment puisqu'on rejoue toutes les cartes de l'enfance à ce moment-là. Donc, tout peut évoluer et rapidement. Entendu. Bon courage, Rosemary. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Caroline. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Allez, je reçois vos messages. On va laisser le mot de la fin pour conclure cette discussion sur les ados, la nécessité d'avoir des liens avec les autres. L'homme au camélia dit « J'ai toujours eu besoin de solitude pour être sociable ». Bien vu. Bonsoir Corinne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Très belle chanson, ça m'a fait penser à mes slows.
Ah bon, vous avez beaucoup aimé, embrassé de beaux garçons là-dessus? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça, on va dire, oui. C'était l'époque des booms? Boum, surprise partie. Après, Ouais. je berlinguais quand même. Hein. J'ai aimé beaucoup les hommes, comme ils m'ont aimé d'ailleurs. Eh ben, c'est très bien. Voilà, C'est bien. j'ai profité. Puis alors là, c'est vrai que pour un slow, au moins vous en avez pour votre argent, hein, 7 minutes. Oui, c'est ça. On Bah fait oui. affaire ou on fait pas affaire. C'est bien. Émilie Mazoyer aussi, elle termine tous les soirs par un slow en général, hein. C'est vrai. L'émission juste avant. Alors là, on était parti dans les surprises parties, dans les booms, et aujourd'hui, c'est une autre période de votre vie, ma chère Corinne, sur laquelle vous vous interrogez. M'interroger, oui et non. Comme je disais à Paul, en fait, je suis étonnée par les discours ou les discours que tiennent mes amis autour de moi, les voisins, les connaissances, toujours la retraite, et c'est pas ça qui m'interpelle. C'est cette course aux activités pendant la retraite. Ah oui. C'est cette course. Oui, je comprends, oui. Lundi, ils font quelque chose. Mardi, ils font quelque chose. Mercredi, jeudi, vendredi. Et souvent, samedi ou dimanche, ou samedi, ou tous les deux. Mais comme s'ils n'ont pas beaucoup couru. Je sais pas moi. Je sais pas comment. Pendant le repas, quand on est invité, ça parle. Moi, je fais ça le lundi. Moi, je fais ça le mercredi. Et toi, qu'est-ce que tu fais le jeudi? Mais je suis là, mais je me dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Non, moi je vois pas comme ça la retraite. C'est vrai que on voit, et puis d'ailleurs même on voit dans les magazines consacrés aux retraités, qu'ils ont une vie plus trépidante que presque les actifs parfois. Enfin, parce que les gens sont crevés par leur boulot. Le week-end, ils rentrent, ils passent la soirée parfois devant la télé, ils sont fatigués. Ou le week-end, bon. Alors que là, c'est comme s'il y avait, oui, une frénésie d'activités, de voyages, de sorties. C'est vrai. Il y a eu un changement incroyable là, ces dernières années. C'est ce que je disais à Paul tout à l'heure. Je disais, on prend n'importe quelle revue, on écoute pas n'importe quelle émission, mais la majorité, il faut marcher, il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis tout le monde y va, quoi. Alors moi là, je m'interroge pas, je me dis ah non, c'est juste que c'est pas possible pour moi. Moi depuis là, je suis en train de négocier ma retraite. Oui. Eh ben j'ai plus de montre, je l'ai posé ma montre. J'en ai plusieurs d'ailleurs, je les porte pas. Mon mari, la fois passée, m'a fait la remarque, on était invités, il m'a dit, tu mets pas de montre? J'ai dit, non, je mets pas de montre. Pourquoi tu veux que je mette de montre? Oui, je vous comprends. Non. C'est comme les vacances, quoi, justement. Le temps des vacances où il n'y a plus ces contraintes et en premier lieu, ces contraintes horaires. Vivre voilà. En prenant son temps et pas en fonction de l'emploi du temps qui nous est désigné. Oui, dernièrement, j'ai entendu à une soirée, ah oui, mardi, il faut que je mette moi mon réveil à 6h parce que le bus qui nous amène à la Rondeau, il démarre à 7h30. J'avais juste envie de hurler, quoi. En même temps, il faut être très motivé, hein, chapeau, hein, parce que c'est... Enfin, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de retraités. Moi, j'habite près d'un parc. On les voit avec leurs grandes cannes là maintenant. Enfin, c'est pas des cannes, c'est des bâtons de marche. Oui, la marche nordique. La marche nordique, voilà, merci. Oui, c'est ça. La marche nordique, d'ailleurs, je le vois. Ils sont au taquet, hein. Ah ben tiens, j'ai un petit pied-à-terre sur Hendaye. La plage, il n'y a que de ça, quoi. Oh là là, quelle chance, oui. Non mais quelle chance, je sais pas. Hein. Non mais quelle chance d'avoir un petit pied-à-terre dans ce coin magnifique, ah oui. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais vous, c'est plutôt un peu vous la couler douce, vivre un peu à votre rythme, mais ne surtout pas avoir un emploi du temps surchargé, quoi. Je veux pas regarder le temps qui passe. Avoir la montre, me dire à 3h j'ai la marche, demain à 6h j'ai ceci, 7h. Oui. Non, j'ai envie d'aller où le vent me pousse. Alors
moi, je vous comprends parce que je serais un peu dans le même état d'esprit. Enfin, je suis un peu dans le même état d'esprit. Moi, je trouve qu'il y a c'est l'époque qui veut ça. Hein. Il y a une véritable frénésie d'activité, ou si vous dites même sur un week-end finalement, si vous n'avez pas fait, je sais pas, alors c'est beaucoup dans les grandes villes, peut-être à Paris, été au musée, fait ci, fait tel expo, fait tel truc, les gens vous regardent un peu de façon éberluée comme si vous n'aviez rien fait. Et à côté de ça, pardon, oui. Caroline, ça c'est pas, ou comme s'ils veulent attraper le temps qui court. C'est les gens qui courent après le temps, c'est pas le temps qui court après eux. Je sais pas, moi je le vois comme ça. Par exemple, bon, c'est bien d'apprendre des langues, c'est très bien. Oui. Je dis pas que c'est pas bien, mais comme s'ils veulent rattraper leurs études, comme s'ils veulent rattraper plein de choses qu'ils n'ont pas fait autrefois. Je dis pas qu'il faut pas faire. Je dis quand il y a un plaisir derrière, c'est-à-dire que peut-être que justement il peut y avoir dans une vie où, comme vous dites, on n'a pas eu la possibilité, ou soit de faire des études où on aurait aimé faire telle activité artistique, ou et on trouvait pas le temps justement parce qu'il y avait d'autres contraintes professionnelles, familiales qui nous en empêchaient. S'accorder ce temps-là, ce plaisir-là, moi je comprends aisément. C'est-à-dire ça peut être justement s'accorder du temps, un peu un moment pour soi. Mais je trouve que de toute façon, c'est curieux parce qu'il y a deux mouvements. Il y a vraiment une frénésie d'être dans l'hyperactivité, où on le voit même à travers les vacances, où les gens maintenant n'arrêtent pas de poster des photos d'eux en vacances, mais on se dit au fond qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est plus pour montrer aux autres ce qu'ils ont vu que finalement eux qu'est-ce qu'ils ressentent dans ces moments-là, qu'est-ce qu'ils vivent au fond, qu'est-ce qu'ils éprouvent. Et à côté souvent de ça, elles sont déçues. Parfois, mais en même temps, je comprends que des gens qui n'aient pas envie, vous voyez, moi j'ai pas d'avis. Je comprends que des gens qui n'ont pas eu la possibilité de travailler, de voyager, qui se disent après tout, j'aimerais connaître tel pays, telle culture, c'est le moment. Bon, pourquoi pas? Et encore, là, Caroline, je parle pas de voyage, ça c'est autre chose. Tout le monde aimerait bien voyager. Ça, c'est pas ça. C'est entre la gym, l'aérobic, la musculation, le cours d'espagnol, d'anglais, de trucs, machin. Et c'est ça. Moi, quand on me dit, et toi, qu'est-ce que tu ferais? Ah ben, ils le savent. Même maintenant, elles répondent même à ma place. Elles s'éclatent de rire. Moi, je leur dis, tranquille. J'ai pas de programme, tranquille. Ouais. Ça veut pas dire, moi, vous savez, je suis du style, vous m'enfermez pas 2 jours dans la maison non plus. Hein. Je suis quelqu'un qui est sociable, qui aime bien aller vers les gens, mais à mon rythme. Et là, par exemple, ce soir, je suis rentrée d'un cours de sophrologie. Mais j'ai qu'un cours dans la semaine. Je veux dire, je bouquine, vous voyez, je fais de la cuisine, je fais du jardin. Vous voyez, je fais des trucs autour de moi sans aller prendre la voiture pour être dans la foule, dans la circulation, pour dire que je fais tel. Mais non, je suis pas comme ça. Et je me dis, mais pourquoi ça court comme ça? Pourquoi ça court? Pourquoi il y a cette course après les activités? Et puis en plus, je vais juste ouvrir une parenthèse, c'est pas donné. Il faut avoir un peu de monnaie. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que si c'est une niche aussi économique, les retraités, et il faut effectivement avoir un certain niveau de revenu déjà pour se permettre de voyager, toutes les activités. Il y a malheureusement tous ceux qui ont des petites retraites et qui peuvent pas s'accorder tout ça, mais là aussi, ou comme vous dites, il peut y avoir d'autres plaisirs, parce que quand vous dites la lecture, c'est là aussi on voyage, enfin, ce sont de merveilleux compagnons, enfin on s'ennuie pas, je trouve, quand on lit, quand on a un bon livre entre les mains. Vous dites vous jardinez, vous aimez cuisiner. Après voilà, il y a plein de choses qui peuvent être plus simples, plus accessibles et qui procurent tout autant de plaisir. Hein. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors que, je vois par exemple là, quand elle parle un peu argent, oui, toi, combien tu payes? Je dis, c'est pas possible, vous payez pas autant. Ben oui, tu vois, parce que si tu multiplies ça par 2 cours, ça fait que ça, mais oui, mais ça fait que ça, mais ça fait une petite somme, quoi. Je veux dire, c'est un peu cher quand même.
Il faut toujours avoir un peu la main à la poche pour faire telle ou telle activité. Tant mieux pour elle. Hein. Moi, je les envie pas. Non, pas du tout. Tant mieux. Il en faut de tout dans le monde. Mais je trouve que bon. Mais parce que de toute façon, cette course contre la montre, elle se voit peut-être particulièrement à ce moment-là de la retraite, mais enfin, c'est aussi un peu le reflet de notre société quand même, hein, aussi. Il y a un temps très compressé, tout est très accéléré. Regardez, déjà même, Noël, on nous en parle déjà presque en septembre. Juin vient à peine de se terminer, que déjà il y a les cartables. Même les saisons, tout est compressé. Donc il y a un rythme comme ça en accéléré. Bon, on va marquer une pause parce que ça va être l'heure des infos et ça, moi j'ai la montre, je peux pas la lâcher là. Donc, mais on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21. La ligne est ouverte, bien sûr, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Alors n'hésitez pas à nous appeler peut-être au 39 21 pour réagir aux témoignages de Corinne qui vous mobilise beaucoup. Corinne, vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors parce que j'ai reçois tellement de messages là par SMS que je vais vous en lire quelques-uns. J'espère, je vais essayer de vous en lire le maximum. Pardonnez-moi pour ceux que je ne vais pas pouvoir lire parce que ils sont tellement nombreux. N'hésitez pas par mail aussi. Paul m'en amène. Alors déjà, vous allez vous sentir moins seul parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent merci Corinne, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça, qui se sentaient complètement un peu même dépassés. Alors attendez, il faut que je vais reprendre un peu depuis le début. Tiens, il y a Margaret qui dit: moi, depuis que je suis à la retraite, je fais la grasse matinée. À 14h, je fais la sieste et je vous dis pas la forme que j'ai pendant l'émission. Vive la couette, dit Margaret. Ça, je vous confirme, elle est en forme, elle est toujours hyper réactive. Il y a Annie qui dit: Corinne a entièrement raison, je suis comme elle, à la retraite, surtout pas de contraintes. Mimi, il en rêve, notre ami Mimi le boulanger, d'être à la retraite, lui qui travaille toute la nuit pour nous faire ces délicieuses viennoiseries. Il dit: moi vraiment, à la retraite, je supprime la montre, je me mets en osmose avec la nature. Le plus dur, ce sera de retrouver un rythme où je dormirai la nuit. Il y a quelqu'un, c'est Fabienne qui dit: c'est comme s'il fallait vieillir moins vite, mais aussi beaucoup de médecins le disent, qu'il faut faire plein d'activités, apprendre des nouvelles langues, nourrir le cerveau, lutter contre la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est vrai qu'il y a presque une injonction médicale. C'est Julien qui dit: dans notre société actuelle, nous possédons les montres, mais nous n'avons plus le temps. Il y a un proverbe africain d'ailleurs là-dessus, je crois, qui dit: l'homme blanc a la montre, l'homme noir. Et nous on a le temps. Et nous on a le temps. Oui, il est très beau. Oui. Il y a MH qui dit: pré-retraité depuis 4 mois, même combat. Quel plaisir d'avoir du temps, sans montre et sans horaire à respecter. Il y a Marie qui dit: eh bien moi je rêvais de faire la grasse matinée à la retraite, mais maintenant j'arrive plus à dormir du tout. Et elle dit: en plus j'ai pas assez de sous pour voyager ni même pour vivre. Et oui, c'est aussi cette autre réalité dont on parle moins. Brigitte qui dit: et n'êtes-vous pas étonnée par les multiples activités qui sont imposées aux très jeunes enfants, malgré une vie de plus en plus accélérée, dit Brigitte. Quelle entrée dans la vie active, ça m'affole plus que les retraités. Alors ça sera un autre débat, mais elle a raison. C'est vrai que, alors même quand même là pour le coup, il y a beaucoup de professionnels de l'enfance qui disent: arrêtez un peu avec ces plannings ultra chargés, où les mercredis ou les week-ends, les enfants courent du cours de musique, au cours de dessin, au cours de gym, au cours de... Enfin, ils ont un emploi du temps de ministre.
Alors, il y a aussi Coco qui dit on a l'impression que si on ne va pas en vacances et qu'on ne fait pas toutes sortes d'activités, on ne fait pas partie de la société qu'on nous impose. Elle dit mais après quoi court-il au fond? Se poser est important aussi pour bien vivre. Quelqu'un dit il est exact que nous sommes à une époque où tout le monde est formaté. Si t'es pas dans le moule, t'es regardé de travers. J'ai 66 ans et je suis retraitée. Comme je ne marche pas, je ne cours pas. J'ai pas la suite. Parce que c'est limité à 160 caractères, vous avez beaucoup à dire. Appelez-nous au 39 21, ça serait intéressant de vous avoir directement en ligne à ce sujet. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour, je crois, des messages. Isabelle aussi qui dit merci Corinne, ça fait du bien d'entendre ça. Je me sens moins seule. Jeanne qui dit vivement dans 2 ans pour ne rien faire. Marie-France qui dit je rejoins complètement Corinne. Quelle est cette injonction à vouloir faire du remplissage? Nous avons couru toute notre vie active, alors profitons de la retraite et prenons le temps de vivre, dit Marie-France. Et puis quoi oui, ben c'est ça. Donc vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de gens qui vous rejoignent complètement. Marianne par mail, elle dit j'ajouterais qu'il y a aussi beaucoup de jeunisme aussi dans cette course après les activités. Amitié à vous, dit Marianne. Jocelyne dit après une vie professionnelle bien remplie, la retraite peut être synonyme de vacuité totale et ceux qui sont hyper actifs ont pris conscience que la fin se rapproche. On peut aussi prendre beaucoup de plaisir à marcher, à apprendre l'anglais et parfois le tête-à-tête avec le conjoint est insupportable, dit Jocelyne. Ah, c'est pas mal cet angle-là. C'est vrai que c'est ça, elle a pas tort. En avant, peut-être. Non mais elle a pas tort, c'est-à-dire que quand le couple se retrouve à la retraite, c'est souvent un peu une période à risque quand on vit en couple, hein, parce que avant on est pris par son travail, enfin il y a les enfants qui sont encore à la maison, on est occupé, en tout cas on parle d'eux, et puis oui Jocelyne, quand on se retrouve dans un tête-à-tête, parfois on se rend compte qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Il y a excusez-moi Caroline, à ce sujet-là, je pense aussi c'est une activité justement de se trouver tête-à-tête avec son mari, c'est une activité pour se connaître. Ça peut donner lieu à de multiples activités d'ailleurs, ma chère Corinne. Tout à fait. Faut pas avoir peur de se trouver tête-à-tête avec monsieur ou monsieur avec madame, voilà. Il y a Christine qui dit comme vous, franchement, j'aime les plaisirs simples, tellement agréables après une vie de travail ou de bénévolat. Et l'homme au camélia qui dit la normalité, au secours, vive la singularité. Voilà. Il y a 2 courants en même temps, parce que c'est vrai que là, beaucoup, la majorité des auditeurs, des auditrices d'ailleurs, c'est vrai que c'est plus des femmes qui témoignent sur ce sujet que des hommes. On aimerait bien vous entendre, messieurs, un peu. Comment vous vivez, vous, ce temps de la retraite? Parce que peut-être qu'il y a des différences, mais il y a 2 courants, vous trouvez pas? Parce que il y a un peu une injonction, c'est vrai, à faire des tas de choses. Et même vu sur le plan médical, il y avait quelqu'un qui en parlait, qui disait que pour notre mémoire, pour notre cerveau, c'est vrai que c'est important de toujours apprendre, de faire de nouvelles acquisitions, mais à côté de ça, il y a tout un mouvement où on dit ralentissez, méditez, c'est très en vogue actuellement, posez-vous. Enfin, vous voyez, il y a tout ce courant, lié au développement personnel, à la méditation, où finalement on apprend presque aux gens, à méditer, ce qui peut se faire sans même y penser, parce que je vois, j'ai dans les messages beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment se retrouver dans la nature, et là sans se dire tiens, je vais me poser, je vais méditer, simplement à un moment se poser dans la nature. Là, l'automne, c'est tellement beau. Si on a la chance de vivre pas loin d'une forêt ou quoi, on voit des écureuils qui sont en train de faire leurs provisions. Enfin, tout à fait. Bon, voilà, moi je me pose parfois comme ça et je me dis pas oh là, je suis en train de méditer, mais simplement faire un peu le vide dans sa tête et se concentrer sur ce qui est autour de nous et sur la beauté. Se concentrer déjà sur son corps. Moi, je le fais. Je médite en écoutant mon corps. Avant, je l'écoutais pas, moi, mon corps. J'étais comme les autres, je fonçais parce que je travaillais, il fallait gagner sans paie, etc. Mais depuis que je négocie ma retraite, là, je prends le temps de m'asseoir, de fermer les yeux chez moi, dans mon jardin, et de regarder mes piments pousser, mes tomates rougir,
voyez-vous, des plaisirs très simples, mais très simples, et qui ont beaucoup de valeur. Mais le jardinage, il paraît que c'est, c'est une thérapie. Il paraît. D'ailleurs, vous savez que c'est utilisé dans certains lieux, justement, avec des personnes qui ont vécu des dépressions, justement comme pour les. Et ils disent qu'ils ressentent beaucoup de bien-être à faire ça, parce qu'il y a quelque chose de voir pousser ce qu'on a semé, de se concentrer sur quelque chose. Et alors là, pour le coup, même le corps médical s'y met en disant que c'est excellent, y compris pour lutter contre, prévenir éventuellement la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, parce qu'il faut toujours anticiper quand on jardine. Si on veut avoir des tomates, de belles tomates là pendant l'été, il faut pas commencer à s'y prendre au mois de juin, hein. Il faut déjà avoir semé avant. Oui, c'est tout à fait ça, mais moi, Caroline, quand je suis dans mon jardin, je parle à mes plantes. Je parle à mes plantes, je souris à mes plantes. Il paraît qu'elles aiment ça. Ah oui, tout à fait. Et puis voilà quoi. C'est un jardin, c'est des plantes où vous me parlez de piments. Vous avez aussi un jardin de tomates. Vous avez un jardin potager. J'ai un petit potager. Il n'est pas très 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 grand. Oui. Il y a juste ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. C'est un plaisir pour moi, voilà. Et puis quand j'en ai de trop, parce que les salades elles ont poussé plus vite, plus vite. Je donne à mes voisins. Je partage, je donne. Et quel plaisir après lorsque je prends une belle salade que je la donne à mes voisins ou à des amis, oui. Ça me fait un bien fou à l'intérieur de moi d'avoir partagé, d'avoir donné. Oui, c'est fou, je comprends. Oui, il y a vraiment, on est dans la dimension du partage. Puis vos voisins, ils doivent être heureux, hein, si vous leur donnez comme ça de belles tomates. Je vais pas vous mentir, je leur donne de temps en temps quand j'en ai de trop. Je veux dire, je leur donne pas tous les jours. Mais évidemment, ça leur vous allez fait pas. Plaisir. Et vous cuisinez beaucoup avec des piments alors, j'entends là. Non. Alors je vous explique. Moi, ma cuisine, elle est pas piquante, elle est pas relevée, mais elle est parfumée. Oh là là, vous me donnez faim. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre spécialité? C'est la Méditerranée et un peu de partout. J'ai pas de frontières, mais c'est mes origines en fait. Méditerranéenne? Oui, tout à fait. Et je peux vous demander dans quelle région vous vivez? Vous vivez dans... Moi, je suis dans le sud-ouest. Ah, d'accord. Où ça? À Pau. Ah, d'accord. Dites-moi, Yves, notre ami cinéphile, s'il vous entend, vous pourriez échanger une après-midi au ciné contre 2 belles salades et 1 kilo de tomates. Allez. J'ai été au ciné. En parlant de ça, j'ai été au ciné. J'ai regardé le film d'après une histoire vraie. J'étais déçue. Ah, vous aviez lu le roman de Delphine de Vigan? Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais le film, il m'a déçu. Ah, je l'ai pas vu le film. J'avais envie d'aller le voir, malgré tout. Ouais. Faites, mais bon. Mais souvent, c'est ça. Quand on a lu le livre, quand on a lu un roman, c'est parfois compliqué de le voir au cinéma. Surtout que je trouve que, bon, ça serait un autre sujet, mais dans ce roman de Delphine de Vigan, il y a plusieurs lectures. Comme toujours, hein, d'ailleurs, dans un roman. Mais on est très troublé à la fin. Je ne sais pas si ça vous a fait Moi, j'étais assez troublée. Je me suis dit, mais au fond, on aimerait bien savoir, presque, j'aurais bien aimé la voir en interview, la questionner, parce que on se demande, alors sans dévoiler, parce que ceux qui aimeraient lire le livre, c'est un excellent livre, hein, comme souvent les livres de Delphine de Vigan, d'ailleurs. Oui. Mais c'est un peu perturbant et assez troublant. On se demande... Et c'est parce que j'étais troublée que je voulais regarder le film. Oui, alors que là, il y a une version qui vous est imposée finalement, là où... Non, c'est surtout les deux... Comment on appelle ça? Acteurs, pardon. Féminines qui m'ont pas plu dans leur rôle. Ah oui, mais ça, c'est ça parce qu'on se fait une idée, oui. Voilà, Emmanuel Cellier, vraiment... Non, je la voyais pas comme ça. Et comment il s'appelle l'autre? Oh là là, le nom m'a échappé. D'habitude, j'arrive pas à me rappeler de son nom. Je peux pas vous aider parce que je l'ai pas vu, je ne sais pas. En tout cas, vous avez été un peu déçu par le film, quoi. Ouais. Non, mais tout ça pour vous dire, voyez-vous, je me fais des petits plaisirs. Hein, mais je cours pas après 1001 activités. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous n'êtes pas non plus désœuvré, loin de là. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez, il y a beaucoup une somme de petites
plaisir, mais qui vous font une vie bien remplie, qui vous comblent. Et simplement. Il y a Clélia qui dit, oh là là, donnez-nous votre adresse s'il vous plaît, j'arrive, vous lui avez mis l'eau à la bouche. À Clélia, il y a quelqu'un encore qui dit, félicitations à Corinne qui prend le temps de vivre, et c'est écrit en majuscule, qui résiste à la course effrénée, aux activités coûte que coûte. Je ressens exactement la même chose qu'elle. Et il y a Isabelle qui dit, et observer les petits oiseaux quand on met une mangeoire dans le jardin, un vrai délice. Et et c'est important parce qu'ils ont besoin pendant l'hiver, comme ça, qu'on leur mette un peu des petites graines. Vous savez, j'ai des voisins comme ça de temps en temps parce que j'habite un petit lotissement. Et des fois, comme ça, ils passent avec la voiture, ils m'appellent « Corinne, on arrive !» Et quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils ont senti l'odeur de ma cuisine. Oui, mais ça, j'imagine. L'odeur de ma cuisine, le cumin, le paprika, le persil, l'ail et tout ça. Voilà. Oui, il y a beaucoup de sensualité en même temps dans la façon de tout. On sent beaucoup le plaisir dans tout ça. Hein, énormément. Et par contre, il ne faut pas que mon mari me tourne autour. Hein. Ah, j'allais vous demander justement si vous étiez seul ou en couple. Il ne faut pas qu'il vous tourne autour quand vous cuisinez, vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire il faut pas qu'il vienne me dire quel exemple je peux dire. Oui, il faut partir, je sais pas, je vais dire une bêtise, faire quelque chose ou quoi. Non, je suis concentrée dans ma cuisine. Je suis avec mes ustensiles, avec mes casseroles, je suis dedans. Oui, ben quand vous êtes pleinement, est-ce que vous faites vous ? Quel homme heureux. Dites-moi, votre mari, hein, vraiment, parce qu'avec tous ces bons petits plats que vous lui mijotez, c'est bon. Et lui, il en fait pas de jardin ? Si, il le fait avec moi, on le partage. En fait, il a tellement été à l'extérieur que depuis qu'il est à la retraite, le mot est très fort. C'est pas, je l'ai pas éduqué. C'est pas ça. On n'éduque pas quelqu'un. On le change pas. Non, pas à cet âge-là, surtout. Non, c'est un peu tard. C'est pas ça. Mais je l'ai tiré vers mes activités. Oui. Au début, quand je lui dis, tu sais, si tu peux me faire ici un petit carré pour faire mon potager, il a mis 2 ans avant de le faire. C'est pas que il sait pas le faire, il sait le faire, mais c'est moins son truc peut-être. Non, il avait peur que je reste que sur ce potager et ne pas faire autre chose. Parce qu'il me connaît, je suis très active. Et puis finalement, c'est lui qui me dit, tu sais, tu veux que je t'arrose tes piments, tu veux que je t'arrose ceci. Et puis quel plaisir quand je prends mon petit panier en osier, que j'enlève mes piments, mes tomates, mon persil. Cette année, la courgette, elle a donné, mais alors énormément. J'ai fait des gratins, j'ai congelé, je fais plein de choses. C'est bon, ça, le gratin de courgette. J'adore. Ah oui. Moi, j'adore. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, j'adore. Alors, il y a quelqu'un, parce que je demandais un petit peu comment les hommes vivaient la retraite. C'est vrai que j'avais essentiellement des témoignages de femmes là ce soir, et j'aimerais bien entendre un peu. Est-ce que pour les hommes, c'est plus compliqué ou pas. Il y a Alain qui est à Lille, il dit « Je suis à la retraite depuis 7 ans, je marche, je fais du vélo, mais il m'arrive de ne rien faire aussi et aucune culpabilité quand je ne fais rien. J'ai la chance de ne jamais m'ennuyer, dit Alain. Il y a Pioup qui dit, il n'est pas encore à la retraite, Pioup, hein, parce que je crois qu'il est beaucoup plus jeune que ça. Il dit « Moi, j'ai vu mon oncle et franchement, tout ce que vous venez de dire, ça lui est arrivé, hein, tout pareil que vous, me dit-il. » Bon, je sais pas, peut-être que pour les hommes, certains, c'est un peu plus compliqué. Comme le dit Frésia, l'important, elle résume bien les choses, c'est de conserver sa curiosité finalement. C'est de rester quand même branché sur le monde, et chacun à son rythme, après tout. Moi, je vous avoue que parfois, je suis admirative quand même, hein, des personnes qui sont, comme vous disiez, enfin parfois soit très sportifs, toujours pas par monts et par vous, parce que je sais que je pourrais pas suivre le rythme, mais je me dis waouh, j'aimerais bien voir leur énergie. Ben vous savez, Caroline, vous parlez avec une marathonienne. Vous êtes marathonienne, vous ? Oui, jusqu'à. Ah mais vous nous avez caché ça. Jusqu'à 2007. J'ai accroché mes tennis, j'ai fait du vélo de route, j'étais dans un club d'hommes et de femmes, on était 61 en tout. J'ai fait de la montagne
haute montagne. Ah oui, dites-moi. Et là, en 2006, j'avais juré par faire les 5 courses à pied dans le coin ici qui sont bien réputées. Et bon, ben, j'ai fini on m'a descendu avec l'ambulance. Et pourtant, mon médecin de sport m'avait dit attention, t'as mal au dos, lève le pied. J'ai dit si je dois lever le pied un jour, il faut vraiment que je descende, qu'on me fasse descendre avec une ambulance, parce que ma dernière course, c'était quand même Loubisque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du col de Loubisque, ici dans le coin. Non, j'ai entendu parler de la Diagonale des Fous, là, je crois, à La Réunion. Là, non, c'est autre chose. C'est encore autre chose, ça. Mais dites-moi, oui, alors vous nous disiez, mais vous aussi, à un moment, vous avez été une fondue de sport et d'aller au-delà de vos limites et dans une endurance terrible. Pendant que j'étais jeune, pendant mes activités, comme tout le monde, je parle quand on est à la retraite. Je dis, moi, personnellement, je dis stop, c'est bon, j'ai donné, je veux dire, maintenant, je veux vivre tranquille. Mais je ne vais pas aujourd'hui, après tout ce que j'ai fait, et avec plaisir, je vais quand même continuer à le faire après la retraite. Non. J'ai envie et c'est pas dur de tout arrêter, parce que quand on a été comme vous, quand même une sportive de haut niveau, quoi. Au niveau, le moyen niveau, allez. Bon, alors moyen niveau, pour moi, c'est du très très haut niveau, là. Mais est-ce que quand on arrête comme ça du jour au lendemain, c'est pas très dur. Ah oui, quand même. J'ai mis plus de... écoutez, ça s'est arrêté pour moi en 2006, parce que j'ai failli être paralysée de mon dos, le choc, oui, vous à savez. Ce point-là, d'accord. Ah oui. Vous n'aviez plus le choix, là, il était vraiment temps de... Oui. Ah oui, non, mais je rentrais du travail, il fallait que j'avale mes 10 kilomètres le soir. Vous étiez dans la course, c'est ça qui est amusant, c'est que vous avez complètement changé de rythme. Peut-être qu'avec là cette peur, parce que l'idée de vous retrouver paralysée... Non, je ne l'ai pas, non. Je dis, je suis très heureuse d'avoir connu tout ça. Oui, mais il y a un temps pour tout, quoi. Exactement. Peut-être avec... vous savez, dans la vie, ma mère, elle me disait toujours, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. J'ai un peu de remords par rapport un peu à l'abus, parce que j'ai un tout petit peu, de temps en temps, j'ai mon genou qui me fait toc-toc, tu te rappelles, toc-toc, il me fait un peu mal. Voyez-vous, mon petit genou. Mais moi, je ne veux pas l'écouter non plus. Parce qu'il faut faire attention à ces petites idées qui viennent un peu à la tête. Faut pas vous savez, je suis très positive dans la vie. Je suis pas négative. Bon, j'ai mal, j'ai mal. On avance. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Voilà. Et par contre, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Je parlais des gens qui courent après les activités. Oui. Je trouve que je juge pas, pas du tout. Je trouve que c'est très personnel, tant mieux pour elles. Mais autour de moi, il n'y en a pas une qui va dans une association pour tendre la main. Vous savez, pour donner ou partager. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que les gens... Elles le font peut-être dans leur vie aussi. Il n'y a pas toujours nécessité de le faire à travers une association. Puis quand même à ce sujet, pour le coup, en France, les Français se mobilisent beaucoup. Hein. Le monde associatif est très, j'allais dire vigoureux, c'est pas le terme. Enfin, je cherche le terme. Le monde est très bien représenté. Il y a énormément de bénévoles. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent, qui se mobilisent. Oui, après chacun fait selon aussi ses envies et on peut se montrer altruiste et généreux sans pour autant faire partie d'une association, après tout. Oui, mais les associations, attention, je suis pas pour toutes les associations. Il y a des associations, c'est un autre sujet parce que là, il faut pas me chercher parce que je dis, il y a des associations, il vaut mieux les fermer, elles servent à rien. Bon, ça sera notre débat. Oui, voilà. Ouais. Mais il y a des associations qui sont importantes quand même pour aller les aider. Bien sûr. Et en général, enfin, il y a quand même le bénévolat est très très répandu, je trouve, en France. Et les gens se montrent très généreux, même dans les dons qu'ils font au travers des associations. Oui. Et après tout, on peut aussi à la retraite se dire, pour des gens qui ont une vie parfois pas facile, pas simple, se dire prendre un peu de temps pour soi. Vous voyez, ça peut se comprendre aussi pour se faire plaisir. Quand je pense des gens qui ont consacré beaucoup de temps à leur vie professionnelle, à leur vie familiale, je pense aux femmes qui se sont consacrées beaucoup aux enfants, au mari. Se dire après tout, là, moi je me fais plaisir.
bon, moi je trouve que, après tout, pourquoi pas, quoi. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein? Alors, oui. on avait Yvette, elle était avec nous au 39-21, elle se retrouvait complètement, elle est comme vous, elle est très heureuse d'être à la retraite, parce qu'elle adore être dans la nature et prendre son temps. Et on a un petit message que Fifi a écouté sur le répondeur, qui paraît-il l'amuse beaucoup, que je vous propose d'écouter ensemble. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. D'être à la retraite, c'est surtout aussi un message que je vais vous donner. C'est bien de pouvoir vous écouter, de ne pas être obligé de se lever le matin. Merci et bonne soirée. Oh, c'est mignon. Elle donne pas, c'est dommage, elle donne pas son prénom, cette dame. Eh oui, c'est sûr que quand on travaille et qu'il y a le réveil qui sonne à 6 ou 7 heures, ou même 8 heures, et c'est difficile d'écouter la libre antenne tous les soirs jusqu'à 1 heure. Donc il y a au moins cet avantage. Comme ça, vous pouvez faire un peu une grasse matinée. En tout cas, ma chère Corinne, vous voyez, vous n'êtes pas seule à aimer un peu, j'ai envie de dire, vous faire une vie douce. Vous la coulez douce, allez, profiter, savourer, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de réactions pour vous et de gens qui se retrouvaient et qui disaient ça fait du bien d'entendre notre discours, finalement ça déculpabilise. Eh bien vous savez, quand j'ai choisi mon sujet, j'ai dit je suis sûre que je vais avoir beaucoup de réactions, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, je le savais. Oui, mais je vous confirme, hein. Je vous confirme, ça fait beaucoup réagir et beaucoup de personnes qui, vraiment, se disent, ça fait du bien de vous entendre parce qu'on a l'impression presque d'être un peu honteux en voyant tous ces gens hyper actifs. Moi, la première, parfois en me disant, oh là là, j'en fais pas le 10e, et parfois, moi, j'envie un peu, je vous dis, leur énergie et leur rythme, mais bon. Après, chacun mène sa vie comme il peut, surtout, et puis c'est vrai que la retraite, ça serait bien de pouvoir prendre du temps sur soi, mais il y a quelqu'un qui le disait aussi, hein, c'est le temps qui s'écoule, et on se dit après tout, vite, profitons-en, et pourquoi pas. En tout cas, ça a été un plaisir d'en parler avec vous. Mais de mon côté, Caroline aussi, excusez-moi de vous couper, d'entendre des témoignages qui sont comme moi, ça me fait plaisir. Ça, j'imagine, oui, j'imagine. Voilà. J'imagine très bien. Dans l'autre sens, ça me fait plaisir. Je me dis, finalement, je suis pas anormale. Je suis normale de prendre mon temps, de faire des choses simples, tout simplement. Oui. Voilà. Oui. Ça m'a fait vraiment plaisir de les entendre et je les remercie. Vous avez raison, moi aussi je les remercie pour toutes leurs réactions. Et merci pour votre émission aussi. Je ne peux pas, c'est devenu une drogue. Une drogue douce, rassurez-vous. Je vous embrasse, ma chère Corinne. Merci pour cet échange. Au revoir. Au revoir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Alors Fifi est à l'affût de vos messages sur le répondeur, bien sûr, 39-21. Il est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez, 50 centimes d'euros la minute, nous laisser un message avec votre numéro de téléphone si vous souhaitez témoigner à l'antenne. Et également sur vos messages sur Facebook. Et alors là, il a trouvé le message de Karine qui revenait sur le témoignage de Rose-Marie, qui était la grand-mère donc d'un jeune garçon qui allait avoir bientôt 14 ans et qui avait peu d'amis, et donc ça a inquiété Rose-Marie. Karine dit, je voudrais rassurer Rose-Marie, je suis une femme de 37 ans, au collège j'étais seule, pas vraiment par choix, mais plutôt parce que j'étais rejetée. J'ai changé d'établissement après ma seconde, et bien cela a été une vraie renaissance car tous ces nouveaux élèves ne me connaissaient pas et beaucoup arrivaient de différents collèges. Du coup, tout le monde était seul et c'est tellement plus simple alors de se faire des amis. Autant mes années collège ont été galères, mes années lycée ont vraiment été géniales. Aujourd'hui, je suis comptable, j'ai 4 enfants, je suis mariée et cerise sur le gâteau, j'ai de très bons amis. Pas 40, non, mais une dizaine d'amis proches. Alors que Rose-Marie soit confiante, son petit-fils se fera des amis peut-être à l'entrée au lycée ou même en études supérieures. Bonne nuit à vous et aux auditeurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont très mal vécu leurs années collège. C'est particulièrement dur le collège. Il faut vraiment être dans le moule. On accepte mal la différence. Alors qu'au lycée, cette singularité peut même être valorisée. Donc bon, c'est ce qu'on peut espérer pour le petit-fils de Rose-Marie. Et puis un petit clin d'œil aussi à, c'est Charlotte, oui, Charlotte ou Charlotte, non je sais pas, j'ai un mail qui me dit, je me régale tous les soirs avec votre émission, et l'émission sur la retraite je la vis en ce moment
car mon mari vient de prendre sa retraite. J'ai apprécié de la voir près de moi maintenant. Et oui, c'est bien Charlotte qui nous envoie ce message. Ah, c'est bien ça, quand on est heureux comme ça de se retrouver, que même le couple peut retrouver un nouvel élan parce que vous allez avoir du temps pour vous deux. Profitez-en bien. Bonsoir David. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous voulez revenir sur le témoignage de Yves, qui était le premier auditeur qu'on a eu dès 22h30. Et oui. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous en début d'émission, si vous le voulez bien, je résume. Yves, s'occupait déjà depuis 10 ans d'ailleurs, presque pas à temps complet, mais enfin, était très très présent pour sa mère, qui est aujourd'hui âgée de 95 ans et demi, et ça compte les demi à cet âge-là, qui vivait dans un pavillon, et il avait pour projet de se rapprocher de sa fille, de partir en province, et bien c'était compliqué parce qu'il a un autre frère, mais notre frère qui se décharge complètement sur lui, puisque lui ne vient voir sa mère que 2 fois par an. Et vous êtes reconnu un peu, je crois, dans le témoignage d'Yves. Oui, tout à fait, parce que moi, en fait, je suis fils adopté. Oui. Vous êtes plus jeune aussi, beaucoup plus jeune qu'Yves. Yves qui était à la retraite. Je vois, vous avez 30 ans. J'ai 30 ans, oui, tout à fait. Oui. Et donc, ma mère, elle a 71 ans. Oui. C'est moi qui m'occupe d'elle tous les jours, tout ça. Mmh. Je me suis occupé de ma grand-mère jusqu'à la fin de ses jours. Ma sœur avait pu me voir du tout. Oui, j'allais vous demander donc, si vous étiez fils unique. Non, vous avez une sœur. J'ai une sœur qui avait pu me voir du tout. Pourquoi ? Parce que j'avais des problèmes d'alcool. Ça fait 3 mois que je bois plus. C'est bien, c'est bien. Je suis suivi par le CMP, tout ça. Oui, c'est vous qui avez décidé à un moment donné, de faire la démarche ? Comment ? J'ai fait la démarche moi-même pour m'en sortir, pour retrouver un équilibre familial, social. Donc voilà. Oui. Mon frère m'a toujours soutenu. Le problème, c'est ma sœur. Et ma sœur n'a aucune reconnaissance. Reconnaissance par rapport au soutien que vous apportez à votre mère, c'est ça ? C'est ça, oui. Et puis le fait que j'ai fait des efforts, que ça fait 3 mois que je bois plus, tout ça. D'accord. Donc voilà, je me sens un peu rejeté, quoi, en fait. Et avant vos problèmes d'alcool, quelle relation aviez-vous avec votre sœur ? Très forts, c'était des liens forts. Ah oui, c'est ça. Oui, donc vous étiez vraiment très très proches tous les deux. Oui, voilà. Et c'est ça qui m'a... Et donc, quand vous avez basculé un peu dans l'alcool, certainement, forcément, ça vous a éloigné d'elle. C'est compliqué de... Ouais, c'est ça. C'est ça parce que, en fait, mon père biologique, il s'est suicidé, j'avais 6 ans. Oui. Je l'ai appris tout jeune. Donc, ça m'a fait sombrer dans l'alcool. Oui. Et vous puis l'avez après, appris à quel âge ? Vous l'avez appris à quel âge ? 13 ans. Et comment, de quelle façon l'avez-vous appris ? J'ai appris par ma famille d'accueil, ma famille adoptive. Et c'est curieux qu'ils aient attendu. Enfin, et pourquoi cette révélation au moment de vos 13 ans ? Enfin, c'est lourd, je trouve, surtout à cet âge-là où c'est déjà compliqué, donc d'apprendre quelque chose qui est forcément bouleversant, un suicide. Bah oui. Puis en plus, 5 ans après, je me suis fait violer. Oh non. Mais qui était votre agresseur ? C'était deux hommes. Donc voilà. Vous en avez parlé à ce moment-là ? Vous en avez parlé ? J'en ai parlé, mais ça n'a jamais abouti en fait. Il n'y a pas eu de procès ? Non. Ils n'ont pas été interpellés. Et comment votre famille, à ce moment-là, comment vous a-t-elle soutenu ? Je leur ai dit, je leur ai expliqué, mais voilà, ça jamais, voilà, je me suis jamais senti très soutenu, quoi. Et votre sœur, elle, puisque vous dites que vous étiez très proche d'elle, donc elle a traversé avec vous tout ça. Oui, elle m'a aidé, elle m'a soutenu. Elle était très présente. Voilà.
Mais dès que je me suis mis à boire, c'était fini. C'est dès le début de votre alcoolisation qu'elle s'est éloignée ou... Voilà, c'est ça. Peut-être que ça lui était insupportable aussi pour elle de vous voir surtout qu'elle a des sombrer. enfants, donc... oui. Surtout qu'elle a des enfants, elle voulait peut-être les protéger aussi. Oui, c'est bien sûr, c'est possible. Et puis se protéger aussi elle, parce que c'est toujours extrêmement douloureux de voir quelqu'un qu'on aime se détruire. Ben oui. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas renouer avec elle d'ailleurs. Ben j'espère renouer. Oui, j'entends ça. Elle ne le sait. Oui. Ma psychologue, parce que je suis suivi par un psychologue et un psychiatre, et ils m'ont conseillé de lui écrire, de lui expliquer toutes les démarches que je fais, de lui dire que ça fait 3 mois que je suis abstinent, que voilà, que j'ai des démarches pour m'en sortir, tout ça. Oui, Ils m'ont conseillé, voir après si elle répond ou pas, puis laisser le temps au temps, voilà. Oui, ils ont raison, je crois. Vous vous sentez de le faire, d'écrire une lettre à votre sœur? Oui, bien sûr, oui. Lui dire là où vous en êtes et la démarche courageuse que vous êtes en train d'entreprendre, hein, déjà d'arrêter. Ça fait 3 mois que vous êtes abstinent, de faire cette démarche auprès d'un CMP, c'est-à-dire ce qui correspond à une prise de conscience de votre souffrance. Bah oui. Parce que l'alcool, oui. J'ai un nouveau organisme aussi, le SAMSA, si vous connaissez pas. Alors j'en ai entendu parler, mais rappelez-moi, c'est pour le... C'est un service d'aide aux personnes médico-psychologiques. Et l'aide, c'est sous quelle forme? Psychologique. Oui, mais vous l'avez déjà au CMP? Donc, oui, mais je suis des 2 côtés en fait. D'accord, bon. Et alors là, vous vivez chez votre mère? Là, je vis dans mon appartement moi-même. D'accord. Mais je vais souvent chez ma mère, tout ça, donc voilà. Et autant de ma grand-mère, c'est moi que, quand elle tombait, tout ça, c'est moi qui allais la relever, tout ça, c'est moi qui... Vous étiez très attaché à votre famille, en tout cas à votre grand-mère, à votre mère? Bah oui, donc... Vous avez été adopté à quel âge? J'ai toujours vécu dans ma famille d'accueil, j'ai été adopté à l'âge de 11 ans. Oui, c'est tard, hein. Alors, quand vous dites vous avez toujours vécu dans votre famille d'accueil, c'est-à-dire que votre famille d'accueil est devenue votre famille d'adoption? C'est ça. D'accord, donc ils vous ont eu tout bébé? Tout à fait. J'avais 6 mois quand ils m'ont recueilli. D'accord. C'est une belle histoire, parce que de famille d'accueil où vous étiez là en provisoire, en attendant pour vous donner cette famille, pour vous permettre de vous construire, d'être dans un endroit comme ça sécurisant, ils se sont attachés à vous au point d'avoir envie de vous adopter, que vous fassiez partie intégrante de la famille. Bah oui. Et malheureusement, mon père adoptif est décédé en décembre 2014, le jour de Noël. Oui, et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est que le 25 décembre 2014, le 25 décembre 2017, tout le monde se réunit, sauf moi, je ne suis pas invité. Pourquoi vous n'êtes pas invité, vous? Parce que tout le monde va chez ma sœur ne veut pas me voir, donc je ne suis pas invité. Ah oui, c'est dur, ça. C'est dur. C'est-à-dire que depuis tous les Noëls, depuis le décès de votre père, vous les passez seul. Voilà. Mais ça serait important de lui envoyer un petit mot, alors sans forcément d'ailleurs parler de Noël, qu'elle n'ait pas le sentiment que votre démarche elle est dans ce sens-là pour être présent à Noël, mais peut-être qu'elle sera touchée par votre démarche et qu'elle vous proposera de venir. Peut-être qu'il lui faudra plus de temps, parce que parfois quand on s'est éloigné comme ça, il faut parfois un peu plus de temps pour se retrouver. Ben oui. Et personne dans la famille ne plaide un peu en votre faveur en disant, pourrait aussi dire, tu sais, David va mieux, il
il se prend en charge aujourd'hui, il a pris conscience qu'il n'allait pas bien et il fait en sorte d'aller mieux. Mon frère, il fait tout ce qu'il peut. Oui. Et ma mère, elle y met un peu de la mauvaise volonté, elle n'ose pas trop dire les choses. Ah bon? Voilà. Donc, et voilà, votre frère et votre sœur donc sont des enfants qui étaient aussi en famille d'accueil au départ, comme vous ou... Non, c'est des enfants à eux. Hein. C'est des enfants à c'est eux. les enfants biologiques, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que, enfin, on comprend d'ailleurs cette histoire, cette entrée dans l'alcool, elle s'est faite après quand même un parcours bien difficile, parce que quand vous dites cette révélation à 13 ans, l'existence de votre père biologique, je ne sais pas si on vous en avait parlé jusque-là, d'ailleurs. Pourquoi parler enfin, donc vous n'en avez jamais entendu parler et vous apprenez donc son existence et au même moment son décès et par suicide, ce qui est quand même très très dur à entendre. C'est violent quand même. Oui. Et je me demande pourquoi on vous l'a dit. Enfin, pourtant, en général, les familles, on les suit un peu, parce que c'est pas le meilleur âge. Si tant est qu'il y ait un âge pour le dire, soit les choses ont presque toujours été dites. On va pas dire ça, évidemment, à un bébé ou à un petit enfant. Mais 13 ans, je trouve que c'est un âge où on a déjà tellement de choses à régler avec soi-même. C'est tellement compliqué, cette période de la vie, qu'il faut pas en rajouter, en plus, avec une histoire qui n'est pas la vôtre, qui était la souffrance de votre père, finalement. Oui. Puis vous savez, je vous suis tous les soirs. Hein. Je vous fais une émission et vous parliez il y a un instant pour ceux qui se sont sentis mal au collège, à l'école. Moi, j'ai toujours été racketté, j'ai toujours été battu à l'école, tout ça. Et vous pouviez en parler à ce moment-là ou vous n'osiez pas en parler? J'avais peur, je n'osais pas parler. Oui, donc vous subissiez en silence. Personne n'a su, et même à l'école, aucun enseignant s'est rendu compte de ce que vous subissiez. Non, jamais. Mais c'était dès l'école primaire ou ça a été au collège? Au collège. Oui, mais je trouve que cette révélation qui vous a été faite à 13 ans est extrêmement douloureuse et déstabilisante. Parce que qu'on vous parle, c'est important de parler quand on a des éléments. Malheureusement, on n'a pas toujours d'éléments sur les parents biologiques. Qu'on puisse en parler à l'enfant, qu'il connaisse son histoire. On sait aujourd'hui à quel point c'est important, même pour la construction de l'enfant. Mais dans le même coup, révéler l'existence d'un père biologique et son suicide, c'est comment faire face quand on a 13 ans avec tout ça dans sa tête, quoi. Enfin, vous étiez certainement très mal et les autres le sentent et malheureusement peuvent vous prendre comme tête de Turc. Alors après, il y a eu cette agression. Bon, évidemment, ça fait beaucoup. Mais aujourd'hui, heureusement, vous remontez la pente là, courageusement. Ah oui, je me suis pris en main. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, je sais pas, on ne se dit pas ça comme ça en se levant, mais qu'est-ce qui fait que pour vous, un jour, vous êtes dit, j'arrête peut-être de me détruire comme ça, de me faire du mal? Parce que je me suis dit, c'est pas la solution. Ça enlèvera pas le passé, déjà, pour ma santé, et pour renouer les liens familiaux. Oui, auxquels vous êtes très, très attachés. Voilà. Et cette sœur-là. Voilà. Mais vous allez pouvoir lui dire, parce que je pense qu'elle-même... le rejet est pas total, c'est-à-dire que peut-être que, étant donné que vous étiez très proches, qu'à un moment, puisque même dans cette histoire d'agression, vous me dites qu'elle était là, à vos côtés, elle vous a soutenu, à un moment, vous voir mal à ce point-là est devenu trop angoissant pour elle, parce qu'elle se sentait impuissante à vous aider. Elle pouvait plus vous aider, même si elle vous aimait beaucoup, mais elle pouvait plus vous sortir de l'alcool. Non, je buvais beaucoup. Donc parfois, quand on se sent impuissant, on s'éloigne. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et c'est l'avenir, David. Donc dans cette lettre, vous allez pouvoir lui parler avec votre cœur, lui dire à quel point elle compte pour vous et à quel point elle vous manque aussi, surtout. Il m'a fallu déjà du courage pour vous appeler. Oui. Ce soir. Oui. J'imagine, c'est pas simple. C'est pas simple. Dépasser mes angoisses, mes peurs. Vous êtes en train de faire un
Je franchis le pas, j'appelle. Ah oui, incroyable en ce moment. Parce que je vous écoute tous les soirs et je trouve votre émission intéressante, donc je vous écoute tous les soirs. Mais je vous remercie. Je suis très fidèle de 23h à 1h du matin et je n'oublie aucune émission. Ça m'apporte beaucoup. Mais je suis touchée de savoir que ça vous fait du bien d'être à l'écoute comme ça. Et alors pourquoi ce soir vous vous êtes dit je me lance? C'est comme une thérapie. C'est comme une thérapie en fait pour moi, cette émission. Ça vous fait du bien, ça vous permet de vous sentir un peu moins seul parfois, un peu moins perdu, un peu moins découragé. Puis il y a des choses qui ça me touche. Puis vos conseils aussi, c'est bien. Vous faites un super travail. Vous avez une belle équipe là Ah oui, je confirme. Qui est super. Oui, ça c'est vrai que je suis très bien entourée et ça compte beaucoup aussi. C'est vrai. Voilà. Vous faites un super boulot et je voulais vous féliciter parce que franchement, vous êtes super. Oh bah, vous êtes adorable, David. Vraiment, ça nous fait très chaud au cœur, croyez-moi. Mais c'est vous qui pouvez... moi, j'ai envie de vous féliciter pour votre parcours parce que il y a de quoi être fier de vous, même si c'est un long chemin encore. Mais je veux dire, vous avez fait déjà à travers cette prise de conscience que, comme vous dites, il faut arrêter quoi, de vous faire du mal comme ça et d'entamer les démarches, de les suivre. Parce que vous n'avez que 30 ans, vous êtes un jeune homme, donc vous avez la vie devant vous pour vous reconstruire avec une vie qui... On vous a pas épargné, je trouve, même si ça n'a pas été fait, évidemment, on s'est pas rendu compte à quel point ça pouvait vous faire du mal, cette révélation. Vous n'étiez pas accompagné à ce moment-là, vous, sur le plan psychologique? Non. Oui, il aurait été important que vous soyez entouré un peu sur ce plan-là. Mais bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez pris l'initiative et qui êtes dans cette démarche de vous sortir de ce problème-là, qui en fait ne faisait que refléter votre souffrance, finalement. Tout à fait. C'était en fait, je m'étais réfugié à l'école pour dire voilà, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin, voilà, je suis en souffrance, aidez-moi, quoi. Oui. Un appel au secours. Oui, bien sûr, pour étouffer cette trop grande sensibilité, finalement un peu vous anesthésier, quoi, aussi. Mais voilà, tout à fait, oui. Vous connaissez le principe de l'émission, donc comme vous, quand vous écoutez, vous dites qu'il y a des témoignages qui vous font du bien, vous vous sentez un peu moins seul, ben là, vous êtes écouté, David, évidemment, vous ne parlez pas seulement avec moi, et je reçois beaucoup de messages pour vous. Il y a Frésia qui dit vraiment chapeau à ce jeune homme qui est très courageux et très sensible, et il y a Coco qui dit on aura envie de le prendre dans nos bras, de le serrer fort pour lui apporter de la chaleur. Quel courage il a, respect à lui, dit Coco. Elle dit vous avez beaucoup de cœur de vous occuper de votre maman. Elle dit je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, de tenir bon. Ouais. Merci à eux. Et Lilia également qui dit bravo pour votre démarche pour vous en sortir et qui est très émue par votre histoire, par votre témoignage. Je pense que votre sœur va y être sensible. En plus, j'en ai fait exprès parce que je sais que ma sœur écoute cette émission. Ah bon? Voilà. Ah, c'est un peu un message, vous vous adressez à elle aussi. Voilà. Comment vous le savez, ça? Par quelqu'un de votre famille, alors, puisque vous ne vous êtes pas vus, vous, depuis... Je le sais pas mon frère. D'accord. Bah, j'espère qu'elle est à l'écoute, parce que là, vous êtes à... Ça serait pas de chance, il est minuit 57, on est jeudi, qu'elle n'est pas écoutée, mais... Bon, vous pourrez lui dire si elle est passée comme ça, peut-être que qui sait, il y a un petit signe et qu'elle est à l'écoute et que c'est elle qui va vous appeler. Et sinon, de toute façon, suivez les conseils des psys là, du CMP qui vous disent écrivez-lui une lettre et parlez-lui, écrivez-lui comme vous le faites avec moi, avec votre cœur, avec toute votre sincérité. Et je suis certaine qu'elle y sera très, très sensible. C'est pas qu'elle a cessé de vous aimer, c'est qu'à un moment, comme vous dites, certainement ça devenait trop douloureux cette situation pour elle. C'est dur de voir les gens qu'on aime s'abîmer et se détruire. Oui. Moi j'espère, je fais un vœu, j'espère que ce Noël vous serez réunis et que vous pourrez passer enfin ce Noël en famille. Si c'est pas ce Noël-là, ça sera certainement le prochain de toute façon. Enfin, parfois il faut un peu de temps. Mais peut-être que vous pouvez lui dire qu'elle vous manque, ces réunions familiales, sa présence vous manque.
Et moi, je pense que elle fera. Puis mes neveux, puis ma nièce, ça me manque aussi. Oui, parce qu'ils sont petits. Vous les connaissez pas? Pas bien. Pas très bien, non. Pas très bien. Oui. Ben, vous lui direz tout ça dans votre lettre. Et puis comme dit Coco, elle écoutera peut-être l'émission en podcast. Peut-être que, vous savez, on peut la podcaster l'émission. Donc peut-être qu'elle vous entendra. Il faut y croire. Vraiment. Oui. Il y a Marie qui dit, moi je tire mon chapeau à ce jeune homme. Ses faiblesses d'hier vont faire sa force de demain. C'est très joliment dit. C'est vrai. Souvent on peut puiser dans ce qui nous a fait chuter, trouver la force de se relever et être plus fort justement pour affronter la vie qui vous avait pas épargné jusqu'à présent. Mais on peut en faire quelque chose. Elle a raison, Marie. Je suis solide. Certainement. Je vais y arriver. Oui, certainement. Il vous faut être solide pour avoir traversé tout ce que vous avez traversé, David. Je suis d'accord avec vous. Donc oui, vous allez vous en sortir, j'en suis certaine. Et encore merci pour votre émission. C'est moi qui vous remercie de votre témoignage et je vous souhaite plein de bonnes choses, le meilleur pour la suite, hein, David. Tenez bon. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, David. Moi aussi, au revoir. Au revoir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, un bon week-end. Reposez-vous, bullez, prenez le temps de vivre, comme nous disait Corinne. Ce week-end, bien c'est Sophie Peters, bien sûr, qui sera à vos côtés tout au long du week-end. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi.